Allez, bah écoutez, on va commencer. Est-ce qu'on attend du monde encore, des amis que vous connaissez ou pas? Ou alors on peut commencer? Ok. Donc du coup, cette conférence, on va la faire autour de quelques cas cliniques choisis sur la gériatrie. Donc la gériatrie, c'est évidemment une grosse partie quand même du programme parce que c'est assez transversal. Finalement, c'est pas un véritable item, mais on retrouve toujours un petit peu de gériatrie, que ce soit dans les items un peu de troubles de métabolisme osseux, que ça soit dans les insuffisances rénales chroniques, que ça soit dans les pathologies cardiaques. Bref, il y en a toujours un petit peu partout au final. Et là, j'ai essayé de faire des espèces de cas un peu transversaux. Il y en a qui sont un peu complexes et au final, c'est plus des cas pour vous faire réfléchir en mode gériatrie plus que pour répondre au concours. Mais du coup, ça serait intéressant que vous discutiez, hein. On n'est pas beaucoup, je crois qu'on est voilà, une petite trentaine. Essayez de parler parce que ça va être sinon très très long pour moi. Et je pense que pour vous, le mieux, c'est voilà, parler, participer, que ça soit une conf super, super vivante. Et derrière, vous vous en tirerez plein de bénéfices parce que chacun qui dira une idée et tout ça, ça va faire beaucoup de mots-clés. Et je pense que tous ensemble, si vous arrivez à participer, ça vous tirera vers le haut et ça vous fera une belle fiche synthèse sur la gériatrie, sur les dénutritions et sur les maladies du sujet âgé en général. Donc participez, s'il vous plaît, que ce soit par chat, mais surtout en vocal, parce que sinon ça va être chiant pour moi. Alors, du coup, je suis Jean-Joseph Saviani, je suis interne PH deuxième semestre au CHU de Nîmes. Donc, c'est pareil, hein, si vous avez des questions sur la pharmacie hospitalière, vous pouvez, je pense, contacter n'importe quel tuteur avec qui vous avez des affinités, que ce soit par Discord ou, ou via les conférences. Et si vous avez des questions plus précises, les choix arrivants sur la PH à Montpellier et Nîmes, n'hésitez pas. Donc, vous m'envoyez un petit message. J'essaie de répondre assez vite. Mais en tout cas, ça peut affiner vos choix de filière et ou de ville. N'hésitez pas. Alors, ben, c'est parti. On va faire le cas numéro un. Donc, ce cas numéro un, il met en scène Madame V, 82 ans, 1,55 m pour 48 kg, qui est hospitalisée au CSG, hein, donc au court séjour gériatrique, suite à une chute avec traumatisme crânien sans perte de connaissance. Ses proches évoquent une asthénie depuis 6 mois avec une perte de poids évaluée à 6 kg donc sur 6 mois. À l'entrée, elle est tachycarde à 120 battements par minute et on lui donne un petit comprimé de biseau pour essayer de lui faire réduire sa tachycardie, mais sans réel succès. On a fait un petit bilan bio, donc voici les résultats avec une hémoglobine, des globules rouges, une CRP, bref, un bilan, un iono et un bilan martial également. Et donc, on va commenter le bilan biologique. Alors, sur les perturbations de ce bilan bio, vous trouvez quoi un petit peu de particulier? Et surtout, derrière, en anticipant et en lisant toutes les questions, qu'est-ce qu'on pourrait anticiper, notamment sur le côté tachycardie réfractaire, sur le côté chute? Qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu regarder d'emblée? Personne ne peut me répondre? Bah, si on regarde le bilan bio, tout simplement, hein, on va le classer en tableau, un petit peu comme d'habitude, avec une hémoglobine diminuée, bien évidemment, qui va classer une anémie franche, voire même sévère, hein, à ces niveaux-là. Des globules rouges avec une érythropénie qui va être, pareil, enfin, modérée. Des blancs qui vont être subnormaux, hein, vraiment à la limite, mais ça passe. Une CRP légèrement augmentée. Vous savez que les valeurs de CRP elles peuvent vite monter, hein, de l'ordre de la centaine, voire même encore plus si jamais vraiment il y a un souci, mais a priori, ça monte vite. Une hématocrite exprimée qui est diminuée.
et après, on va avoir nos 3 lignées de polynucléaires, donc les neutrophiles, les basophiles et les éosinophiles, qui sont tout à fait dans les normes. En ce qui concerne le typage de cette anémie, eh bien, on va regarder un petit peu en faisant les différents paramètres de classification des anémies, donc TCMH, VGM et CCMH. Et là, on s'aperçoit qu'on a évidemment une anémie hypochrome microcytaire. Vous avez donc une anémie chez une personne âgée. Donc là, en général, on va... Alors, quand emploie-t-on le terme d'hémodilution? Ben, l'hémodilution, quand il y a une hématocrite diminuée, a priori, tu peux quand même parler du terme d'hémodilution. Après, si on veut vraiment te faire travailler sur l'hémodilution, on te mettra des ionos, on te mettra des protes aussi. Et derrière, ça permet d'explorer tout ce qui est hyperhydratation, tout ça. La hématocrite diminuée, le terme, on peut mettre hypohématocrytémie, un truc comme ça, on met hémodilution. A priori, c'est le terme qu'on utilise pour parler d'une hématocrite diminuée. Pour répondre à ta question. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Concernant derrière le sodium, le potassium, bon, on va avoir une hyponatrémie, ce qui était le cas ici, peut-être de dilution, une kaliémie normale, une hypoalbuminémie franche, pareil, qui peut on peut penser peut-être à la dilution aussi, mais bon, pas que. Il ne faut pas être, surtout une albumine à 25, ce n'est pas forcément que de la dilue. Et après, on va avoir ce bilan martial. Alors là, hyper attention que ça soit sur les anémies carence martiale ou sur les hémochromatoses. Faites super gaffe au calcul des différentes constantes. Ça, c'est vrai que ça ne tombe pas souvent, mais bon, quand je vois les sujets qui tombent depuis 2 ans, je me dis, préparez-vous à tout. Calculez la capacité de fixation totale du fer, qui est égale à 25 fois la transférine, et calculez-moi aussi, s'il vous plaît, ce coefficient de saturation, ce CST, qui est le fer divisé par 25 fois la transférine, ou la CFTF, la capacité de fixation totale du fer, et ça va permettre de savoir si vous avez donc une hémochromatose ou en l'occurrence une carence martiale. Là, je vous avais demandé de la calculer, en tout cas, je l'attendais, avec une transférine qui est légèrement augmentée. Et du coup, en faisant 25 fois la transférine, vous aviez donc la capacité de fixation totale du fer. Et en calculant avec le coefficient de saturation de la transférine, vous arrivez à 3,81%, soit une chute nette du fer et des capacités de fixation des différents éléments qui pouvaient classer cela en carence martiale. Donc, les diagnostics à évoquer. Allez, je vous écoute. Alors là, il faut faire attention à ne pas se laisser embrouiller, à rester très factuel, surtout par rapport à la clinique. D'accord? Parce qu'un bilan, les biologistes, la biologie, c'est qu'une part du diagnostic. Un diagnostic purement biologique n'est rien sans la clinique et inversement. Donc, il faut faire attention surtout sur les premières questions où il y a écrit commenter le bilan bio, on part comme des balles et on se concentre à fond sur le bilan bio. Faites gaffe, faites un pas de recul pour bien regarder la clinique, parce que si vous vous concentrez uniquement sur la biologie, vous ne voyez pas autre chose, et là, vous allez vous concentrer sur l'anémie. Et ce n'est pas forcément sur... Enfin, c'était attendu, bien sûr, mais pas que. Donc, je vous écoute. Quels sont là les diagnostics à évoquer devant ce tableau? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, est-ce que ça peut être un cancer? Pourquoi pas? Anémie, dénutrition protéino-énergétique, ça me plaît pas mal. Alors, on va voir. Donc là, est-ce que le cancer, ça se justifiait? Franchement, c'est un peu juste, parce que tu as... Alors, cancer, tu entends cancer solide ou cancer du sang? Je ne sais plus qui parlait, Olivier peut-être. Solide, ouais, ça aurait peut-être pu être le cas. Après, sur les cancers, les tumeurs solides, tu es quand même plus sur des anémies inflammatoires. Donc, ça t'exclut déjà un petit peu le côté hypocro et microcytaire quand même. Après, le côté anémie et dénutrition protéino-énergétique, j'adore parce qu'effectivement, on va être là-dessus. Qui me parle encore? Solide avec état inflammatoire. Ouais, mais après, je pense, enfin, il me semble de mémoire que tu es plutôt sur des normochromes, plutôt, voire même un peu macrocytaire au début sur les anémies inflammatoires.
Et puis, bon, je pense qu'on aurait, enfin, sur un cancer, on aurait balancé un peu plus de cliniques, on aurait balancé quelque chose parce que là, comme ça, c'est un peu juste de faire du diagnostic de cancer, hein. On vous aurait peut-être parlé, j'avais fait un, bah, ça c'est pas mal les sujets, enfin pas mal. Je trouve que c'est assez transversal aussi les sujets de cancéro. Essayez, je ne sais pas si on vous a parlé dans vos facs des classifications TNM, hein, en fonction des métaplasies, des métastases, tout ça, du type de tumeur. Ça peut être une question, ça. Qu'est-ce que la classification TNM? Pas être dans le détail, hein, essayer d'être, voilà, savoir un peu à quoi ça sert, quels sont les paramètres que ça classe, et derrière, ça permet de bien répondre à la question. Si vous avez quelque chose de cancéro. Donc derrière, sur les diagnostics, effectivement, il y avait une dénutrition protéino-énergétique grave, hein, sur anémie par carence martiale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DPE? DPE, je ne sais pas si vous avez de gros cours sur vos facs. Je sais qu'à Montpellier, c'était quand même assez bien traité quand même au final. Et en faisant le mix entre le DEBOC, les recommandations HAS et ce que j'avais sur ma fac, j'ai réussi à faire un petit condensé que je vais essayer de vous exposer via ce cas. Donc, la DPE, qu'est-ce que c'est? C'est une désadaptation métabolique entre apport et besoin. Ça, c'est pas mal aussi de le dire. Il y a différents arguments, des arguments qui sont cliniques, bien évidemment, parce que la DPE, ça touche principalement les personnes âgées, hein, pas que, mais surtout les personnes âgées. Donc, clinique, épidémio, hein, c'est un peu les deux, avec différentes origines pouvant aboutir à une DPE. Donc, vous avez bien évidemment les cancers solides, qui sont une des origines de DPE, les dépressions, bien sûr, les maladies neurodégénératives, Parkinson, les maladies Alzheimer, bien évidemment. Donc là, si on retrouve sur la clinique, rappelez-vous, je vous parle d'une dame, hein, qui va être hospitalisée en court séjour gériatrique avec des pertes de connaissances. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de parler donc, de troubles. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment troubles cognitifs qu'on peut parler, parce que je crois que le terme, maintenant, ils aiment moins, mais l'idée, c'est de parler, voilà, de personnes âgées, de personnes fragiles, avec une asthénie, avec de différentes chutes qui peuvent suspecter des déshydratations, des surdosages médicamenteux, des médicaments peut-être inappropriés. Et surtout, ce qui va vraiment, vraiment, vraiment classer un petit peu ce côté DPE, ça va être la biologie avec l'ALBU qui va être vraiment diminué, et l'IMC qui va être particulièrement diminué avec un IMC à 16. La perte de poids, alors par contre, c'est une petite erreur, c'est pas 14%. Vous avez trouvé combien, vous, la perte de poids? Combien vous avez trouvé de perte de poids? Ouais, 11,1, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est 8 kilos à partir donc, du poids initial. Donc, il faut faire gaffe parce que le poids initial était je ne sais plus combien, 48 kilos. Donc, 48 kilos plus 6 kilos, ça ne faisait pas 14, évidemment, ça faisait, comme Laurie l'a dit, 11, hein. Je vous ferai les corrections, hein, si jamais il y a. Donc là, faites gaffe, hein, ce n'est pas 14, c'est 11. Bref, en tout cas, vous avez une perte de poids supérieure à 10%. C'était un des critères HAS de la DPE. Et le bilan biologique qui vient donc compléter cette définition clinico-biologique et surtout clinique finalement de la DPE, avec une albumine inférieure à 30, un IMC inférieur à 18 et une perte de poids qui est cette fois-ci plus de 6%. Alors là, on ne serait pas sur une DPE grave, pardon, on serait plus sur une DPE classique. Sur l'anémie carence martiale, c'est la tachycardie réfractaire au traitement par bêta-bloquant, hein, et l'asthénie qui va être donc en faveur de l'anémie. Alors, cette tachycardie, comment on l'explique? Tout simplement au fait qu'il y a moins d'hémoglobine, moins de globules rouges, moins de transport de l'oxygène dans le sang. Donc, on va avoir une hypoxie. Cette hypoxie va donc induire une compensation cardiaque par une tachycardie réfractaire au bêta-bloquant. Ça a dû baisser évidemment un peu, hein, le bêta-bloquant, mais ça n'a pas cassé véritablement cette tachycardie. Et pourquoi ça n'a pas cassé? Tout simplement parce que il y a une anémie, et une anémie à 5, donc ça veut dire une anémie vraiment, vraiment sévère, hein, voire même franche sévère, ce qui va donc induire derrière une espèce de compensation physiologique de l'hypoxie.
évidemment, le CST et l'anémie franche, hein, hypochromie microcytaire, qui vient évidemment confirmer ce diagnostic. Concernant l'épidémiologie, hein, toujours pas mal hein, de parler d'anémie par carence martiale, hein, qui est la première cause d'anémie chez le sujet âgé et aussi de la première cause d'anémie tout court, et probablement par un défaut d'apport et d'absorption au vu de l'âge hein, et de la DPE. Donc, hein, vous savez que chez le sujet âgé, il y a toujours des problèmes d'absorption, un tube digestif qui capte moins bien les différents éléments, que ce soit des éléments nutritifs ou des éléments vitaminiques. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, les examens complémentaires. Alors là, allez-y, maintenant que vous avez le diagnostic, hein, c'est cadeau. Là, il faut balancer un maximum d'examens complémentaires. Peut-être que j'en ai oublié, hein, ça sera à vous de me dire. Là, il faut balancer. Alors, je vous écoute. Allez, les examens complémentaires. Alors là, vous avez l'anémie à explorer un petit peu et vous avez votre DPE. Donc là, c'est quoi les examens complémentaires de ces deux pathologies? Alors, clinique. Alors, ça peut être clinique, effectivement, et biologique aussi. Examen ou clinique, paraclinique, biologique. J'attends les trois. Ouais, la circonférence brachiale, Cédric, c'est bien. Les plis cutanés Mirko aussi. Parfait. Vous avez l'air calé sur ça. Donc ça, c'est sur la DPE, vraiment. La ferritinémie aussi, c'est ouais, une bonne réponse aussi. Après, la ferritinémie, tu veux parler plus par rapport au bilan martial? Ouais. Ouais, pour l'anémie. Bon, après, on l'a bien exploré déjà, l'anémie. Hein. Récepteur solide de la transférine pour les personnes âgées, effectivement, ça peut être une bonne idée. Mais bon, après, là, l'anémie, elle est bien explorée. Mais j'aurais bien voulu quelque chose de plus clinique, peut-être, pour l'anémie et de clinico-biologique, plus pour la DPE. Mais effectivement, chez les personnes âgées, il faut plus faire le récepteur soluble de la transférine. Ça, Olivier, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça se critique. Hein. N'hésitez pas, si vous voyez vraiment une aberration dans les dossiers, hein, à dire effectivement que les récepteurs solubles de la transférine par rapport à la transférine ou la ferritine, c'est plus sensible, effectivement. Qu'est-ce que vous avez lorsque vous avez une anémie? Calcul du NRI-OMNA, très très bien Olivier. Protéines sériques, électrophorèse des protéines sériques, ouais, tu peux te la faire, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est peut-être pas forcément la chose à faire en première intention. Quand vous avez une anémie par carence martiale, la première chose qu'il faut faire, transthyrétine pour la DPE, Johan, super. Ça, c'était attendu aussi. Qu'est-ce que vous avez quand vous avez une anémie par carence martiale? La première chose à faire, à rechercher, le premier risque finalement hein, chez les personnes qui ont une anémie par carence martiale, finalement, une des premières étiologies avec les défauts d'apport. Les saignements, effectivement, hein, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de saignement qui soit gynécologique chez la femme plutôt jeune, on va dire, hein, et pas de saignement d'origine digestive, qui là, pour le coup, je ne sais plus qui est-ce qui en parlait, hein, c'était peut-être, je ne sais plus qui, Olivier, qui là, pour le coup, un saignement digestif, donc dans les selles, des selles noires, tout ça, pourrait évoquer un cancer côlon, tout ça. Donc là, il faut surtout être hyper regardant sur les saignements. Trouver les portes d'entrée de ces saignements s'il y en a. Et si c'est un problème d'apport, bah, derrière, on les corrige. Parce que si jamais on fait une correction de fer, par exemple, chez quelqu'un qui va avoir une carence partielle, et que c'est réfractaire à votre fer, interrogez-vous sur vos pertes. Hein. C'est toujours pareil, hein, les pathologies, c'est des déséquilibres entre apport-besoin, ou ouais, entre apport-besoin, souvent c'est ça. Micro-hémorragie, pourquoi pas. Ouais, ça se regarde, ça se regarde. Ensuite, sur la DPE, vous avez oublié, vous m'avez dit circonférence brachiale, je suis d'accord. L'IMC, il a été fait, je suis d'accord. La transthyrétine au niveau biologique, ça passe. Qu'est-ce que vous m'avez parlé? Les calculs GNR, les scores, ce qu'on appelle les variables oxologiques. Ça, c'est des mots-clés. Hein. Donc là, je suis d'accord aussi. Vous avez peut-être oublié de me parler de certaines évaluations. Qu'est-ce qu'on fait chez quelqu'un qui est dénutri? La première chose à faire, pensez à vos cours de nutri, là. Le MNA, ouais, ça, c'est bon. Le PINI, ouais, ça, c'est des scores, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut évaluer? C'est pas forcément, c'est pas un score au final. Enfin, pas un véritable score.
Vous l'avez pas? C'est l'évaluation tout simplement des ingestats, hein, voir qu'est-ce que la personne mange. Hein. D'évaluation des ingestats, évaluation des dépenses énergétiques totales, évaluation de la composition du bol alimentaire, de manière à derrière faire des stratégies de renutrition et de correction des DPE. Donc là, vous m'avez tout dit, hein, quasiment. Hein. Évaluation des critères anthropométriques, ça mot-clé, ça claque, ça balance, ça veut tout dire. Évaluation des apports alimentaires avec les RNP, ça on a dû un peu vous bassiner avec ces RNP, avec les différentes compositions recommandées. L'évaluation des ingestats, donc avec voir si la personne se nourrit tout simplement, évaluer par rapport à une base et par rapport à ce qu'elle mange maintenant, et voir évaluer la diminution. Cette diminution des ingestats, elle s'évalue avec des questionnaires. La clinique, vous en avez parlé. Bon, l'aménorrhée, en l'occurrence, on n'est pas concerné, mais bon, c'est issu d'une fiche que je vous donne sur la DPE, donc ça concerne un peu tout le monde. Est-ce qu'on a des œdèmes? Est-ce qu'on a une diminution, un ralentissement intellectuel ou physique? Est-ce qu'on a des fanères qui sont atteints, surtout au niveau des ongles, au niveau des cheveux surtout? Et l'étude des variables oxologiques, là, vous m'avez tout dit, ça, bravo. Circonférence brachiale pour évaluer la masse maigre. Les plis cutanés, vous savez, avec une espèce de pince, on le fait pour évaluer la masse grasse. Bon, le poids, l'IMC, vous me l'avez très bien dit. Où est-ce qu'on peut trouver un cours là-dessus? Il y en a, moi j'ai fait un cours et je vous donnerai la fiche que j'ai faite dessus. C'est une fiche assez synthétique recto-verso, il y a à peu près tout. Et n'hésitez pas à rajouter dessus, mais c'est vrai que ça dépend des facs. Je trouve ça assez mal fait dans les livres au final. Donc, en fait, il faut se faire un peu sa tambouille à soi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le dosage des marqueurs, hein, transférine, qui peut coller un peu pour les deux, ça a été fait. La transthyrétine, le RBP aussi, qui peut être utilisé. Le GNRI ou le MNA, hein, qui sont spécifiques du sujet âgé, surtout le GNRI. Donc, ce sont des variables oxologiques qui vont utiliser des critères clinico-biologiques pour permettre d'évaluer via des scores l'état de nutrition du sujet. Alors, les œdèmes proviennent d'où? Tout simplement, ces œdèmes, à partir du moment où tu as parler aussi ça, je ne l'ai pas mis dans le diapo, le fait que tu sois en dénutrition protéino-énergétique, tu as un catabolisme, ça, le mot catabolisme, anabolisme, ils adorent ça aussi. C'est des biochimistes qui vous corrigent ça. Hein. Donc ça, ils adorent lorsque vous parlez de voies cellulaires, quoi. Catabolisme, tu vas attaquer qui? Tu vas attaquer tes protes. Tes protes, c'est qui majoritairement? C'est de l'albu. Donc cette hypoalbunémie va derrière induire une diminution de la pression oncotique. Et quand tu diminues ta pression oncotique par rapport à l'hydrostatique, c'est comme finalement dans les insuffisances hépatocellulaires, hein, tu vas avoir un œdème avec la création d'un troisième secteur. Donc du coup, œdème des membres inférieurs. Et du coup, c'est une clinique qui peut évoquer soit l'insuffisance hépatocellulaire, soit les DPE, soit une autre pathologie que j'aimerais que vous me dites, dans lequel on peut retrouver des œdèmes liés à une hypoalbu. Là, j'aimerais bien que ça sorte cash, ça, ce genre de réponse. Ouais, le syndrome néphrotique, hein, top. Hein. Syndrome néphrotique, vous pissez, ça part, vous avez votre création de troisième secteur. Vous êtes hyper chaud. Nickel, top, top. Et l'exploration de l'anémie, on l'a dit, hein, l'évaluation des hémorragies internes et externes, et évidemment évaluer les apports en fer de notre petit vieux, petite vieille en l'occurrence. Alors, pareil, prise en charge. Alors, les transfusions, ouais, ça peut être une bonne idée, surtout au vu de l'anémie. La renutrition, d'accord. Voie orale, d'accord. Alors, Cédric, mets-moi un peu plus de biscuits, là. Moi, je suis gourmand. Donc, balance. Renutrition, comment on renutrit? Pourquoi tu me dis voie orale alors qu'il existe des voies parentérales? J'aimerais bien que tu me justifies un petit peu tout ce que tu me dis. Les CNO Mirko, c'est pas mal. Les HPHC, ça, c'est pas mal aussi. OK. À privilégier en première intention. Alors, pourquoi c'est à privilégier en première intention? Si c'est des apports et des besoins. Ouais, donc déjà, il va falloir évaluer les apports et les besoins. D'accord, très bien. Vous voyez tous, vous arrivez à avoir des éléments, c'est super de travailler comme ça. Vous arrivez à faire derrière des putains de fiches parce que vous vous entraidez. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, mais c'est vraiment bien les réponses que vous donnez.
à privilégier en première intention, garder le transit, exactement. Exactement. Donc, il y a la flore intestinale. Et en fait, ce qui est intéressant, surtout en nutri, c'est de conserver le transit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça arrive, hein, par exemple, prenez quelqu'un qui est en réa, qui ne peut pas se nourrir, bien évidemment, qui est dans le coma, le fait d'avoir un tube digestif à l'arrêt et donc l'utilisation des nutritions parentérales, ça va induire un gros souci, surtout lorsque le patient va vouloir remanger. Parce que lorsque vous mettez votre transit à l'arrêt, pour relancer les mécanismes d'absorption et de relance du transit, c'est très long. Donc, il faut absolument garder une voie entérale en première intention. Pourquoi? Parce que si vous l'arrêtez, le fait de reprendre après le transit, ça va mettre un temps fou à remarcher, grosso modo. C'est comme une voiture. Hein, si vous avez une diesel, vous la laissez pas rouler pendant des années, quand vous la redémarrez, ça remarchera moins et en tout cas, ça ne démarrera pas au quart de tour. Première chose. Deuxième chose, c'est que le fait d'utiliser la voie entérale garantit une absorption beaucoup plus efficace des nutriments. C'est-à-dire que des glucides, des lipides, des protéines par voie parentérale, même si c'est par voie parentérale, c'est beaucoup moins bien assimilé que par voie orale. Ça, c'est une preuve implacable. C'est pour ça qu'on va préférer les voies entérales, surtout. Si c'est un patient qui a du mal à déglutir tout ça, on va poser chez des patients des sondes nasogastriques, donc tout simplement des sondes qui vont passer par le nez et aller directement dans l'estomac, hein, et on va nourrir avec des compléments. Voire même, on préfère on préfère poser des sondes de gastrostomie directement. Donc, on va faire un trou dans l'estomac et mettre une sonde pour alimenter, plutôt que de faire par parentéral chez des patients qui sont très dénutris, qui sont à risque de dénutrition. Parce que la nutrition parentérale, c'est de la dernière intention, ça ne marche pas des masses, c'est souvent, lorsqu'il y a surtout les tripartites, c'est souvent hyperosmolaire, on est souvent obligé de faire des voies centrales, donc de poser des PICC lines ou des cathéters centraux. Qui dit des cathéters centraux dit porte d'entrée, surtout chez des patients qui sont souvent des patients qui nécessitent des compléments donc de la nutrition parentérale, c'est des patients qui vont pas fort, qui sont souvent en réa, en soins intensifs, ou alors des patients qui ont des cancers, des chimios. Donc dans ce cas-là, on préfère très clairement éviter, parce qu'avoir des voies centrales, c'est des portes d'entrée à des infections sur cathé, à des infections sur voie centrale, donc qui dit infection sur voie centrale, souvent c'est soit des grammes positifs, dans le pire des cas, qui aboutira à des endocardites, soit des grammes négatifs qui aboutissent derrière à des sepsis, à des grosses complications, et donc à des ablations de cathé. Et juste, comme on en parle, hein, si jamais vous avez une infection sur cathéter, est-ce que vous savez quel est l'examen complémentaire à effectuer pour identifier le germe? Hémoculture, et il y a un mot qui se rajoute. Effectivement, tu vas faire une hémoculture, mais ce n'est pas une hémoculture classique. Vous l'avez ou pas? Hémoculture via le cathé, en fait, ça s'appelle une hémoculture différentielle. C'est-à-dire, tu fais une hémoc sur sang périphérique d'un côté et le cathé de l'autre, comme tu le dis, Cédric. Et on voit qui va pousser le plus vite. C'est ça, une hémoculture différentielle. Et on va voir derrière si on retrouve les mêmes germes entre le cathé et l'hémoc. Donc ça, si vous avez un truc sur hémoc, pensez hémoculture différentielle. Et parce que ça, pareil, hein, le jour où il y a une hémoculture, un truc à grammes positifs un peu bizarre, parce que je trouve qu'on parle beaucoup quand même dans les trucs d'internat de grammes négatifs, dans les sujets, il y a beaucoup de grammes négatifs. Je trouve que tout ce qui est antibio, même sur les grammes plus, on n'en parle pas beaucoup. L'inésolide, clindamycine, tout ça, ce sont des antibiotiques, je trouve, qui sont un peu, même la vanco, hein, un peu oubliés, je trouve. Et je trouve ça dommage parce que le jour où ça tombe, ça risque de faire un peu des dégâts. Donc, essayez quand même de checker un peu ces histoires de l'inésolide, de vanco, les spectres, parce que ça peut être intéressant. Écoutez, ouais, on a quasi tout dit, hein, sur ces prises en charge, hein. Donc, prise en charge, évidemment, multidisciplinaire, hein, ultra important. Donc, comme vous l'avez tous dit, hein, toujours parler d'objectifs, hein. L'objectif, c'est entre 30 et 40 kilocalories par kilo et par jour. Vous avez 3 voies pour le faire. La voie orale, la voie entérale, qui peut être fait par sonde nasogastrique si jamais le patient a des difficultés de déglutition, ne peut pas avaler.
Et parentéral, vraiment, hein, si occlusion ou alors vraiment si impossibilité, coma. Vous calculez ces besoins par la formule de Harris et Bénédicte, ou soit à vue de nez, quoi. Bon, ouais, c'est pas à apprendre tout ça, hein, mais c'est juste un petit peu, hein, vous savez, ça reprend un peu les compositions des différentes poches, surtout sur les acides aminés qui doivent être composés avec un rapport de 3 entre les acides aminés essentiels et totaux. Donc, on va avoir quelque chose d'hyperosmotique en protéines avec une forte, 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 forte composition d'acides aminés essentiels, hein. Vous savez, hein, c'est mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire, là, les trucs qu'on avait vus en PACES. Évidemment, avec des électrolytes qui peuvent être rajoutés au dernier moment. Donc, on parle phosphore, B1, B6, c'est cerné vite tracutile, hein, au niveau des compositions enfin, des médicaments qui sont des électrolytes et oligonutriments. Et faire attention à la voie, parce que si on a quelque chose d'hyperosmolaire, il va falloir passer sur voie centrale. Et c'est quelque chose d'assez important, parce que si vous passez quelque chose d'hyperosmolaire en voie périphérique, vous allez détruire le capital veineux, ce qui, sur une personne âgée, c'est pas ouf. Donc, vaut mieux passer sur des voies centrales directement. Vous avez des mélanges qui peuvent être soit binaires, c'est-à-dire glucides et protides, soit ternaires avec les trois, avec une reconstitution au dernier moment. Il faut faire attention aussi à un autre truc lors de la renutrition, c'est ce qu'on appelle le syndrome de renutrition inappropriée. C'est donc quelque chose qu'il va falloir suivre, surtout chez les patients en DPE sévère. C'est un suivi clinico-biologique qui va être réalisé, surtout avec le suivi des phosphates et surveiller les œdèmes. En gros, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de renutrition? C'est en fait, le métabolisme va s'adapter, hein, d'accord, au fait qu'il n'y a plus d'apport. Donc, il y aura un métabolisme qui va se diriger vraiment, vraiment sur les Donc, quand vous apportez plus trop de glucides, plus trop de lipides, vous allez taper dans les réserves. Donc, avec des néoglucogénèses, vous allez taper dans le mécanisme cétogène. Bref, vous allez taper vraiment vers là. Et lorsque vous allez renutrir trop rapidement votre patient, vous risquez ce syndrome de renutrition. Bon, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas détaillé parce que je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais le fait de le citer, ça montre quand même les risques de cette renutrition. C'est un peu les effets secondaires des nutritions, en fait, quelque part. Donc, il faut faire une nutrition appropriée, pas trop rapide non plus, avec un suivi clinico-biologique. Grosso modo, moi, je pense que c'est ce qu'il faut savoir. Sinon, vous tapez SRI ou syndrome de renutrition inappropriée. Il y a une fiche qui est faite par le CHU de Nîmes d'ailleurs, qui est très très bien faite. Si vous voulez vous informer un peu plus, ça explique bien la physiopathe et ça vous permet, si vous êtes un peu curieux, de savoir un peu ce que c'est. Mais ça, c'est vraiment, je trouve important de le dire. En ce qui concerne l'anémie fériprive, alors je ne l'ai pas mis, mais évidemment, hein, c'est lorsque vous avez surtout des anémies inférieures à 8 grammes, c'est des culots. Hein, alors, culots, genre, est-ce que je peux écrire? Oui, je peux écrire, bien sûr. Si je fais ça, où est-ce que c'est? Texte. Alors, attention, ce sont des culots qui sont iso-résus, mot-clé, iso-groupe. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ils respectent les règles transfusionnelles, bien sûr. Iso-résus et iso-groupe. Et du coup, faire attention à la surveillance clinico-biologique, c'est-à-dire les fièvres, les réactions au point d'injection. Tout ça. Donc là, Mirko et je ne sais plus qui nous avait dit, c'est très très bien. Évidemment, prise en charge avec la reconstitution, avec le vénofer. Alors, vénofer en IV, alors effectivement, alors, il y a un peu un débat sur ça, hein, ça ne fait pas forcément consensus. Beaucoup disent que ça marche mieux, soi-disant, dû à toutes les raisons que je vous ai dit, via la voie orale. D'autres qui vous le disent, c'est plutôt par voie IV que ça marche le mieux. Chez les vieux, on préfère l'IV quand même parce qu'on estime que par voie orale, c'est déjà des patients qui absorbent moins bien. C'est des patients en plus sur lesquels on va donner beaucoup de fer, plus de la vitamine C pour potentialiser l'absorption. Donc, on sait qu'il va y en avoir beaucoup déjà qui vont être éliminés dans les selles, hein, ce qui va donner les selles un peu noires. Donc, franchement, on n'aime pas trop. On préfère faire des cures de vénofer et avoir la paix. Donc, on va avoir une crise réticulocytaire qui va relancer finalement l'hématopoïèse et la synthèse des globules rouges et une correction
de l'anémie en 3 mois et, bon, je ne l'ai pas mis, hein, une reconstitution des réserves en 3 à 6 mois, donc avec une réévaluation qui doit être faite, notamment avec un bilan martial et un dosage d'hémoglobine toutes les 6 semaines, et surtout derrière, faire beaucoup, beaucoup de prévention, voire même de la complémentation. C'est-à-dire que ce n'est pas soit le fer IV, soit le fer oral. Vous pouvez, pour corriger son anémie directe, balancer du fer IV, et ensuite, si vous voyez que c'est quelqu'un qui a du mal à absorber le fer, tout ça, faire des petites cures ponctuelles, hein, avec le médecin traitant, vous voyez, hein, en péros, pour éviter que l'anémie soit trop grave. Ça se fait très, très bien. Hein. Voilà. Et ensuite, on va passer au cas numéro 2. Bon, je vous le mettrai, ça, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des questions sur le cas 1 et sur la DPE de façon globale? Alors, je vais vous sortir la petite fiche que j'ai faite. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez, cette fiche, ou pas? Non? Oui? Oui? Ok. Donc, grosso modo, alors attendez, comment on fait pour enlever tout ça? Voilà. Effacer tous les dessins. Voilà. Bon, grosso modo, ça, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est loin d'être exhaustif, hein. C'est pas la fiche parfaite. C'est celle que j'ai faite et qui m'a plus ou moins suffi, avec sûrement des mots-clés que je vous ai dit là qu'il faudra rajouter. Hein. Elle est loin d'être complète. Complétez ce que je vais vous donner avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui et tout ce que vous pouvez trouver par ailleurs. Donc, les DPE, les facteurs de risque, c'est les infections chroniques, les carences d'apport, âge, Alzheimer, les brûlures aussi, l'alcool, les pathologies digestives. Ça, c'est ultra, 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 ultra important. On appelle ça le wasting syndrome. Qu'est-ce que c'est? C'est une DPE secondaire, une infection VIH. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Si vous voyez DPE, VIH. DPE, VIH, ça s'appelle le wasting syndrome. Ça, c'est ultra, ultra important. Et concernant les supports, alors, je ne sais pas qui me parle, iPhone, je ne sais pas qui c'est, mais les supports concernant la DPE ou de façon globale? Alors, tac. Alors, c'est un peu moche, là, je sais pas pourquoi. Global. Alors, ça dépend, hein, ça dépend. Moi, je vais vous dire sur quoi j'ai travaillé. J'ai travaillé sur le Deboc en hémato, que je trouve très, très bien, franchement. Sur les monographies des bactéries, j'ai fait une espèce de mix fiche Deboc, fiche AMIP et fiche aussi du VG. J'ai un peu tout condensé en complétant les uns les autres. En viro, celle du Deboc et celle de l'AMIP sont vraiment très bien. Pour la dénutrition, j'ai fait tellement de trucs, je trouvais tellement pas de sources, c'était tellement une catastrophe que j'ai pris les cours que j'avais de ma fac, que je trouvais assez bien faits, et j'ai complété avec un peu de Deboc et un peu d'HAS. Alors, il n'y a pas de cours à la fac. Ouais, bon, d'accord. Super, cool. Sur la DPE, soit tu prends ce que j'ai fait et tu complètes. Moi, j'ai complété avec ça, la fiche que j'ai faite. Elle a 3 sources, Deboc, HAS, Deboc, HAS, qu'est-ce qu'il y avait encore, si je vous ai dit? Mes cours de fac, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'ai pris encore comme source? Et aussi, j'ai dû prendre peut-être des sources de mes copains médecins. Je crois que j'ai fait un petit mix de tout. De boc de Bioche pour la DPE. Donc, du coup, j'ai fait 2 bocs de Bioche. Genre, j'ai révisé sur 2 bocs de Bioche, quasiment tous les items. Ensuite, la DPE, bon, je vous ai dit. Ensuite, les matos avec le VG. La bactério, je vous ai dit aussi. J'ai bien aimé le VG aussi en bactério. Je le trouve vraiment pas mal. Surtout la partie VIH tuberculose que je trouve vraiment, vraiment bien décrite. L'atox, c'est parfait le Deboc, hein, pas la peine d'aller ailleurs, hein, c'est hyper propre. Voilà, hein. Après, je ne sais plus ce qu'il y a comme item. Je sais plus. Bon, si vous avez des questions sur d'autres items, envoyez-moi un message et je vous dirai.
Ouais, la fiche, je vais vous la donner sur la conversation. Est-ce que tu peux reprendre cet épée? Pourquoi dans le premier cas, on n'a pas mis l'anémie inflammatoire dans le diagnostic différentiel? On aurait pu, pardon, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de diagnostic différentiel, mais effectivement, tu aurais pu mettre diagnostic différentiel, anémie inflammatoire. C'est vrai que je t'ai oublié ça. Très bonne remarque. Très, très, très bonne remarque. Ouais. Diagnostic différentiel, ouais. N'oubliez pas aussi, ça, moi j'ai eu tendance à l'oublier. Mais effectivement, dans les diags différentiels, parlez de ça. Hein. Balancez tout ce qui vous passe par la tête, anémie fériprive, anémie inflammatoire, anémie mixte, tout ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'elle est hypochrome microcytaire? Moi, il me semble qu'elle n'est pas hypochrome microcytaire hein, dans l'anémie inflammatoire. Confirmez-moi. Il me semble qu'elle est normaux et voire même au tout début macro. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Parce qu'il me semble qu'elle n'est pas hypochrome microcytaire. Moi, il me semblait que les hypochromes microcytaires, grosso modo, c'était... Elle était hypo pour vous aussi? Ok. Ok, ok, je vous fais confiance. Mais dans ce cas-là, ouais. Elle finit par l'être à la longue. Donc, elle est quoi? Hypo au début et après, elle se normalise, c'est ça? Du coup, vous pouvez me confirmer ou pas si elle est hypo et après, elle est normalisée après? Surtout le VGM. Moi, il me semblait pas qu'elle était hypo in fine, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces anémies inflammatoires, j'avoue. Puis c'est tellement, enfin, c'est normaux et après hypo, ouais, d'accord. Ok, bon, autant pour moi alors. Après, les anémies inflammatoires, j'ai envie de vous dire, c'est tellement rare. Hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très peu décrit. Si anémie inflammatoire il doit y avoir, ce sont des anémies mixtes. Hein. Très franchement, une anémie inflammatoire seule, c'est bizarre. Ou alors, on vous balance derrière des tumeurs solides. Et sur les tumeurs solides, souvent, enfin, normaux et après hypo. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait du normaux quelque part. D'accord. Ouais. Mais c'est un bon diagnostic différentiel et le mixte aussi. Donc, ouais, c'était quelque chose à citer, effectivement. Ok. Ensuite, si je continue un peu ma fiche, ben, il y a le marasque et le kwashiorkor. Bon, ça, vous devez connaître un petit peu, hein. Notamment sur le côté, sur l'installation, hein, qui est assez brutale pour le kwashiorkor et qui est beaucoup plus progressive dans le marasme. Bon. Les deux critères HAS, hein, qui étaient du coup pas tout à fait exacts. Hein. Donc, nous, on serait plutôt dans le cadre du cas sur une DPE classique. Hein, et une DPE grave, ça serait vraiment hein, un poids diminué de 15% sur 6 mois. Attention là, c'est pas 3 mois, c'est sur 6 mois. C'est soit 10% en un mois ou 15% sur 6 mois, et l'autre, ça serait 10% sur 6 mois ou 5% sur un mois. Avec le MNA, bon là, vous avez vu, hein, c'est entre les deux. On peut le considérer comme étant grave à notre patient quand même, hein, parce que même s'il n'y a pas une grosse perte de poids il n'y a qu'une perte de poids de 11% sur 6 mois, ça reste quand même hein, extrêmement préoccupant, surtout avec une albumine à 25 et un IMC à 16. Après, il y a tous les dosages hein, que je vous ai mis avec les petites demi-vies. À quoi ça sert? Les suivis de renutrition, ça aussi, on aurait pu en parler, hein, surtout que, OK, vous faites un suivi clinique de votre renutrition, mais aussi un suivi biologique avec surtout la transthyrétine, hein, qui est un bon marqueur, et l'albumine, bien évidemment. Et les indices, avec des indices qui sont soit strictement biologiques, comme le MNA ou le PINI, soit composites, avec le fameux BUSBI ou NRI ou GNRI. Et ça, vous avez vu, ça, c'est la petite screen de ce que j'avais mis dans le diapo. Ouais, micro-albu aussi, on peut en parler. Hein, mais bon, micro-albu peut-être un peu... C'est des anciens marqueurs, ça, je trouve. Un peu... Non, ils font de plus en plus transthyrétine et RB de plus en plus. Ok, ça va pour la DPE? Allez, on passe au K2. K2 qui va faire débat, je pense, parce qu'il y a plusieurs choses et on va en discuter. Hein, c'est le but. Le but, c'est de faire ça et ensuite, j'essaierai de vous faire. Le dernier cas, il est fait aussi sur les personnes âgées et j'essaierai, je ne vous promets absolument rien, mais je vais essayer de vous coter les mots-clés
c'est-à-dire de vous dire les mots-clés qui étaient attendus. Comme ça, après, vous oubliez un peu le cas et quand vous allez refaire le cas un peu proche du concours, ben, vous allez vous évaluer les points. Donc, on va se retrouver avec un homme de 69 ans pour 65 kg, 1,63 m hospitalisé. Et on va avoir une hémorragie suite à une chute. Il est confus nauséeux, un globe vésical et avec un ECG, un bave. Avant sa chute, il évoquait des difficultés à la marche, des tremblements de repos. Allez. On a un traitement à ralasse, comme souvent chez la personne âgée. Un bilan bio qui est là. Et un commentaire de bilan bio que je vous demande. Alors, concernant le bilan bio, on va avoir le sodium et le potassium tout à fait normaux, une hypercréate, une hyperurée. Lorsque hypercréate et hyperurée, soit l'un soit l'autre, parler de rétention azotée, ça c'est pas mal aussi. Le DFG, donc vous le calculiez, il était diminué. Il était à 23,7, je crois, de mémoire. Je ne l'ai pas mis, mais c'était ce qui était attendu. Et ce qui était intéressant, c'était de calculer l'INR ici. Donc, comment on calcule l'INR? L'INR, c'est TQ du patient divisé par le TQ du témoin, exposant ISI, l'indice qui est en fonction du labo, en fonction des réactifs, s'appelle l'index, comme vous l'avez mis, l'International Sensitivity Index, ou l'index de sensibilité internationale. Ça fait ISI, que ce soit en français ou en anglais. Donc ça, je trouvais ça pas mal aussi de vous faire calculer ça. J'ai dit, bon, allez, on va voir un peu s'ils sont chauds. Et on tombe sur un INR très, 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 très élevé, parce que la norme, on va le retrouver. La norme est entre 2 et 3 pour la majorité des pathos. Alors, Laurie, tu me dis, la souffrance rénale, c'est juste pour hyperurémie ou la souffrance rénale? En l'occurrence, souffrance rénale, tu peux considérer que tu as une souffrance rénale à partir du moment où tu as une élévation de créate. De toute façon, la souffrance rénale, vous l'évaluez surtout avec le DFG au final. Hein. Moi, j'ai mis souffrance rénale. Tu aurais pu faire une accolade. Faites des accolades aussi, c'est pas mal. Accolade avec les trois. Moi, j'aurais fait accolade à droite ou à gauche avec rétention azotée, souffrance rénale. Tu peux faire un truc comme ça. Bon, après, sur les flèches aussi, on n'en a pas parlé. Hein. Mettez, augmentez. Faites une petite légende hein, sur vos interprétations. Hein. Les thrombocytes sont augmentés. Et quand ils sont augmentés, il faut toujours vérifier un peu s'il n'y a pas d'agrégat de caillots, de choc, de pathologie virale, de thrombocytose, d'hémopathie maligne. Bref. Dans quel cas on peut trouver une thrombocytose? Ça m'intéresse, ça aussi. Yes, la polyglobulie, super. Ouais, la polyglobulie, ça peut toucher plusieurs lignées. Hein, n'oubliez pas, hein, c'est pas mal, ça. Et est-ce qu'il y en a d'autres? On peut trouver une petite thrombocytose. En chir, ouais, pas directement du coup, mais ouais. Ouais, très très bien joué. Thrombocytose réactionnelle, très 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 bien. Saignée répétée, ouais. Ça revient à la polyglobulie, je suis d'accord avec toi. Suite à des sécrétions de TPO, bien joué. Peut-être un problème iatrogène, pourquoi pas, hein, ouais, parfois. Ouais, hein, on a fait quasi le tour. Hein. Je réfléchis voir s'il n'y a pas une petite particularité, surtout en oncohémato, voir s'il y a une petite, un petit syndrome bizarre qui puisse faire une thrombocytose, thrombocytémie essentielle. Ouais. Bon, là, on a fait le tour quand même, hein, principalement. Et une anémie diminuée, mais là, je ne vous avais pas donné de facteurs pour calculer les VGM et tout ça. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Là, pareil, hein, vous ne faites pas enfermer par la bio. Hein, faites gaffe, hein, lisez bien tous les médicaments qu'il y a là, réfléchissez bien. Qu'est-ce que le patient a? Qu'est-ce que ça a pu faire par rapport à la clinique? Il y a plusieurs choses. Hein.
Yes, première chose, syndrome pseudo-parkinsonien iatrogène. Alors ça, il faut le noter, mais ce n'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé. Effectivement, et puis surtout, c'était avant l'hospice. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Mais très bien. Ouais, ça revient à la même chose. Ouais, les deux sont pas mal. Ouais. Il y a deux perturbations majeures en fait sur le bilan. Hein. Il y a grosso modo l'anémie et l'insuffisance rénale. Et à partir de ces deux facteurs, il faut réfléchir de pourquoi la patiente a tout ça. Radez bien l'ordo. Hein. Elle doit vous aider. Hein. Pourquoi vous avez un INR à 7? Pourquoi vous allez avoir une insuffisance rénale? Pourquoi vous allez avoir une anémie? On verra ça tout à l'heure. Ouais, surdosage avec K, très bien. Très, très bien, Cédric. Très, 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 très bien. Cause anticholinergique. Ça me plaît. Il y a le globe vésical, ça colle bien. Obstructive, très, très bien. J'aime bien ça. Surdosage avec K, interaction avec l'ordo, j'adore. On est pas mal, hein. Alors, ce surdosage avec K, il aboutit à quoi? Il aboutit à une hémorragie, peut-être. Du coup, peut-être que l'hémoglobine est diminuée et peut-être que derrière, comme j'ai une anémie due à une hémorragie, ma thrombocytose réactionnelle, c'est peut-être dû à une anémie fériprive, due à un saignement. D'accord? Donc, effectivement, ça sent bon tout ça. Au niveau des médicaments que vous avez, lesquels sont procholinergiques? Ouais, on provoque un syndrome anticholinergique plutôt. Yes, si on met mazine, on est d'accord. Ouais, allopéridol, d'accord. Ouais, alors est-ce que tout le monde est d'accord sur ça, sur l'allopéridol? Non, personne, vous n'êtes pas d'accord avec l'aldol? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Moi, ça m'intéresse, ça. Effectivement, hein, il y a un effet qui est certes moins marqué, hein, ce n'est pas de l'hydroxyzine, ce n'est pas des gros médicaments anticholinergiques, effectivement, ce n'est pas des phénothiazines, mais effectivement, il a une capacité anticholinergique. Et sur la Dulox, rappelez-vous des mécanismes d'action. Hein. Ouais, IRSNA. Indirectement cholinergique, je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, exactement, Mirko, très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, surtout chez les personnes âgées, c'est que c'est des médicaments qui ne sont pas anticholinergiques de nature, mais qui, un petit médicament, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ça va faire une grosse composante anticholinergique. Puis pensez aussi, hein, alors j'avais fait le cas, moi, à mon tuto à Montpellier, j'avais fait le cas d'un patient, hypertrophie bénigne de la prostate, et on lui donne un médicament anticholinergique. Et du coup, vous avez une insuffisance rénale obstructive. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. Un autre médicament aussi qui est beaucoup donné chez les personnes âgées, c'est le Néfopan. Donc Néfopan, attention, anticholinergique à balle.
Donc, si vous avez hypertrophie bénigne de la prostate plus des médicaments anticholinergiques, pensez grosse prostate, ça va boucher, etc. Globe vésical. D'accord? Après, il faut faire gaffe parce que bon, c'est toujours un peu pareil. Hein, il faut toujours un peu doser, regarder un petit peu si c'est bien d'origine iatrogène. Il ne faut pas partir non plus sur le iatrogène à fond, mais voilà. La warfarine, on sait tous que c'est un médicament à marche thérapeutique étroite. Donc, du coup, l'INR, ça monte toujours très vite. Hein. Souvent, c'est très, très, très problématique. Vous connaissez la contre-indication, le médicament à éviter avec la warfarine et les AVK en général ou pas? AINS, ouais, non mais ouais. Myconazole, ouais, surtout myconazole. Une prise de myconazole, ça vous fait tripler l'INR. Hein. Donc, c'est un très, très, très puissant inhibiteur enzymatique et ça va balancer à fond les concentrations plasmatiques. Donc, attention avec ce myconazole. AINS, bien évidemment, hein, à faire gaffe aussi. Mais bon, tout dépend de la dose quelque part. Ok, bon, allez, c'est parti. Hein. On continue. Hein. On continue. On va avoir une polyintoxication médicamenteuse qui va être due à un syndrome anticholinergique iatrogène dû à différents médicaments. On aurait pu les citer, hein, je ne les ai pas cités, mais effectivement, on peut les rajouter. Avec une ERA probablement obstructive, une hypercréate, une hyperurémie. Et n'oubliez pas cette phrase, toute insuffisance rénale aiguë est obstructive jusqu'à preuve du contraire. Enfin, jusqu'à preuve et pas peuvre, mais c'est la même chose. D'accord? Faites gaffe à ça, c'est toujours un peu le piège, je trouve. Faites gaffe parce que vous partez rapidement sur ces IRAF, vous partez rapidement sur ces IRAO. Pensez à l'obstructif, d'accord? Sauf si, évidemment, vous avez zéro argument. Mais globe vésical, vous ne partez pas sur de l'IRAF, d'accord? Partez sur l'insuffisance rénale obstructive. Donc ça, c'est la première chose. Surtout, vous avez un globe vésical. Et on aurait pu mettre aussi tous les médicaments, j'ai oublié de dire, mais effectivement, rajouter tout le moins tous ces médicaments qui sont à composante anticholinergique. Le surdosage en AVK, on en a déjà parlé, marche thérapeutique étroite, patin couffin, hémorragie, INR, bref, toute la panoplie du super pharmacien, là, on balance tout ce que vous voulez, plus les arguments cliniques et biologiques avec un INR à 7, l'anémie et la thrombocytose réactionnelle. Est-ce que c'est tout? Parce que là, au niveau des bilans, alors est-ce qu'on n'aurait pas oublié un petit médoc? Parce qu'on a des confusions et des nausées qui ne sont pas trop évoquées. On a des signes CG qui ne sont pas non plus forcément dus à des médicaments, en tout cas, ceux qui sont là, en tout cas, pas ceux qu'on a cités. La marche et les tremblements, Mirko nous en a parlé, c'est réglé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit médicament qui serait sensible et à marche thérapeutique étroite? Ouais, le lithium, hein, d'accord. Le lithium, effectivement, hein, parce que derrière, bon, après, tous les médicaments peuvent plus ou moins entraîner des nausées, des vomissements, hein, d'accord, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais un médicament qui, derrière, vous fait direct des confusions, des problèmes cardiaques, dès lors que vous avez une insuffisance rénale, c'est un médicament qui a marche thérapeutique étroite. L'Adulox, bon, si vous doublez vos doses, vous risquez, bon, voilà, c'est sur un temps réduit. Hein, c'est l'Adulox, on a des gros problèmes. Et en plus, j'aurais pu peut-être compliquer un peu plus le cas en mettant c'était de la LI ou de libération LP. Mais pensez bien, hein, ce n'est pas quelqu'un qui prend du lithium et il est surdosé parce que y a une interaction, c'est quelqu'un qui a une bonne imprégnation basale de lithium et qui, d'un coup, il est surdosé. D'accord? Donc, on va avoir une lithémie, effectivement, qu'il va falloir surveiller et avec des signes qui vont être évidemment à noter, notamment des troubles digestifs, hein, même s'ils sont un peu aspécifiques, la confusion et le bloc atrioventriculaire à l'ECG, hein, qui est plus ou moins, enfin, qui est présent dans les cardiotoxicités dues au lithium. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre comme signe si on avait une plus grosse imprégnation en lithium? On va trouver quoi? On peut trouver un abaissement du seuil épileptogène, hein, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On peut être confus, avoir des hyperréflexies. On peut aboutir à une IRAF due à la toxicité du lithium, je l'ai vu hein, aussi. Allongement du QT, franchement, oui, 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 c'est vrai que ça joue un peu sur la repolarisation. Bon, franchement, ouais, ça joue un peu sur la repolarisation, je suis d'accord. Ouais. Hypothyroïdie, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Ok. Et évidemment, on a envie d'en parler, mais le pseudoparc, là, dû au neuroleptique. Hypothyroïdie, je crois que c'est plus un quoi. Je vois pas trop ce que vous voulez me dire là avec cette histoire de thyroïde. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Ok. Ouais, bon, après, lithium, c'est compliqué quand même. Hein. Lithium, enfin vraiment, enfin, thyroïde et lithium, bon, ça existe, hein, bien évidemment, mais bon, c'est quand même pas. C'est quoi vraiment le médicament à penser lorsque vous avez un problème de thyroïde ou une dysthyroïdie iatrogène? C'est vraiment un médicament, j'attends, bah ouais, la Mudarone, hein, bien évidemment. Hein. Ça, c'est le médoc qu'il faut penser. Hein. Et franchement, s'ils mettent une dysthyroïdie, ils ne mettront pas sur lithium. Franchement, ça serait compliqué quand même. Bon, après, ça fait tellement d'effets secondaires, le lithium, que et c'est tellement en marche thérapeutique étroite, c'est quasiment plus utilisé. Alors, le commentaire d'Ordo, bon là, hein, on va travailler un peu en faisant de la pharma bête et méchante. Je vous écoute sur les différentes classes, effets secondaires et surtout indications, parce que ça aussi, je trouve ça intéressant de pourquoi on associe tel médicament et tel médicament, et lesquels sont, et c'est le but du commentaire d'Ordo, indiqués chez le sujet âgé, pas indiqués chez le sujet âgé, et qu'est-ce que vous ferez si jamais ce n'était pas indiqué chez le sujet âgé. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. C'est la base de votre métier en tant que pharmacien, que ce soit d'officine, pharmacien clinicien ou pharmacien hospitalier de base. Hein. C'est faire de la révision d'ordonnance. Bisoprolol, bêta-bloquant. Ok, allez, moi je suis gourmand, balance. Bêta-bloquant, cardio, allez, voilà, cardio sélectif, j'aime bien. Ensuite, bêta-bloquant sans ASI, ça c'est pas mal. Indiqué dans l'HTA, dans l'insuffisance cardiaque, très bien. Très, 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 très bien. Et voilà. Alors là, du coup, quelle serait l'indication de ce bisoprolol? HTA. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure, du coup. Peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite. Ensuite, la warfarine. Là, vous pouvez y aller aussi. Hein. AVK. Ouais, bien joué, Ama. AVK, allez balancer. Anticoagural. Ou... J'aime pas trop cette dénomination parce que ça peut faire penser vite aux AOD et j'ai peur que quelqu'un lit vite et ça vous empêche. Ouais, ouais, surveillance INR, marche thérapeutique étroite, bien évidemment. Allez, quoi d'autre? Ouais, TCA. Non, on fait pas de surveillance TCA. Hein. On fait surveillance surtout INR, donc les TQ au final. TCA, c'est vraiment réservé aux héparines. Hein. Voilà, bah, quoi d'autre? Ouais, balancez-moi ça, ce petit, voilà, très très bien, métabolisme hépatique. Ouais, la gamma-glutamine transférase, analovitamine K, vitamine K dépendant, ça joue sur les facteurs, donc les 2, 7, 9, 10. Ouais, très bien, analogue, T demi-vie, très bien, très bien. Marche thérapeutique étroite, ouais, vous pouvez balancer là encore peut-être, hein, non? Sur les cytochromes, c'est assez intéressant aussi ce que vous dites.
Ouais, faire gaffe. Action retardée, oui, très très bien. Protéine CES aussi, ne pas l'oublier. Modifiée par l'alimentation. Ouais, bon, parfait. Et en fait, comme très bien dit Ama, c'est indiqué dans la FA. La FA, c'est ou l'ACFA, on peut dire ça aussi. C'est dans les fibrillations auriculaires. Donc, qu'est-ce que c'est que la fibrillation auriculaire? C'est tout simplement lorsque vous allez avoir ici, là je vous ai schématisé le cœur, hein, oreillette qui est gauche, droite, ventricule gauche, ventricule droit, et vous allez avoir ici un problème de fibrillation, c'est-à-dire ici, vous allez avoir des oreillettes ici qui ne se contractent pas, hein, d'accord, hein, qui ne vont pas avoir de contraction et qui vont être en fibrillation, donc ils vont avoir un problème de contraction, qui ne vont pas se contracter tout de suite, et du coup, qui va impliquer une stase sanguine au niveau de ces oreillettes. Et le sang, lorsqu'il stagne, qu'il n'est pas en mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Il va coaguler. Et en coagulant, on va faire des petits caillots. Et ces petits caillots, ils vont gentiment aller faire au mieux des AIT ou des AVC. Et sinon, si tu as de la chance, peut-être que des petites embolies pulmonaires. Bref, en tout cas, il va y avoir un gros risque thrombotique. Et c'est pour ça qu'on donne de la warfarine. On peut donner aussi, dans certains critères, des AOD, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le bisoprolol, il va avoir un rôle, c'est dans les FA, parce qu'il y a deux types de FA, pour faire simple. Il y a les FA rapides et les FA lentes. Dans les FA rapides, ça veut dire qu'on va avoir en plus de ça une tachycardie associée. Donc, pour ralentir le rythme sinusal, on va donner du biso. Voilà, vous avez l'explication. Ensuite, du loxétine. Allez, on balance. Ouais, IRSNA, allez. Dépression, anxiété, dépression. C'est pas un antidépresseur de première intention, je vous rappelle. Hein. Les antidépresseurs de première intention, c'est qui? Les ISRS, très bien. On le donne dans quelle autre indication qui est quand même pas tout à fait la même que la dépression? Les ISRS, on le donne dans le trouble anxieux, hein, effectivement. Anxiété, première intention, trouble anxio-dépressif, anxiété, séroplex, c'est l'escitalopram, hein, que vous connaissez peut-être, ou la paroxétine, qui va avoir un effet vraiment anxiolytique et qui vont mettre, comme vous l'avez très bien dit, 2 à 4 semaines pour avoir un effet, d'où l'intérêt de l'observance. C'est quoi les effets du séroplex? Surtout, il y a deux gros effets, surtout un effet cardiaque que j'aimerais bien que vous me disiez. Ouais, allongement du QT, très bien. Donc, du coup, surveillance de la kaliémie, bien évidemment. Surveillance aussi de la natrémie, ça peut faire un peu des petites hyponatrémies type SIAD. Donc, ça, faire gaffe aussi. Prise de poids, bien évidemment, hein, bon, un peu comme tous les antidépresseurs. Et vous savez, un petit peu sur la dépression, j'aime bien faire des petits rappels sur les pathologies quand on en parle. La dépression, qu'est-ce que c'est? C'est toujours pareil, c'est différents critères à prédominance matinale et à amélioration vespérale, hein, donc amélioration le soir, avec des différents critères, avec des incuries, des bradypsies, des clinophilies, donc des gens qui aiment bien être, CF, DSM-5, hein, des gens qui aiment bien dormir, voilà, qui n'ont pas d'allant, etc. Donc ça, c'est un des critères. Pensez aussi, hein, ça je pense que ça peut être un grave plus dans vos cas cliniques de mettre ce genre de raisonnement. Si vous avez des polyarthrites, des rhumatismes, des cancers, des maladies inflammatoires type maladie de Crohn, qui est les traitements un peu immunosup, etc., pensez maladies déprimantes. Les maladies chroniques, ce sont des maladies qui ont un gros retentissement psychique et donc, si vous avez un gros retentissement psy, vous allez avoir derrière une dépression qui va s'installer avec souvent une résignation, des problèmes d'observance, tout ça. Donc ça, pensez-y sur des maladies parfois un peu chroniques et surtout très symptomatiques et très algiques, le côté douleur et donc douleur déprimante. Bon, allopéridol, si on met mazine, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, on ne va pas faire de la psy, hein, même si c'est intéressant. L'allopéridol, hein, les neuroleptiques, dites-moi si c'est typique ou atypique, les générations et les prédominances. Donc ça, vous regardez le Deboc, hein, ça c'est un peu
C'est très bien fait. Première génération, très bien. Troubles extra-pyramidaux, très bien. Allopéridol, c'est très bien. La siamémazine, bon, à peu près pareil. Hein, vous allez me parler donc de cette famille, la famille de la siamémazine. Puis bon, après, voilà, hein, c'est effet pseudo-parkinsonien. Bref, vous balancez la totale. Hein. Là, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, évidemment, sachant qu'après, vous allez avoir différents troubles. Faites gaffe sur les typiques. En général, on aime bien, enfin, ça peut tomber en QCM. Il y a des indications qui sont tout à fait psy, type schizophrénie, pas en première intention. Donc, les typiques, c'est schizophrénie, pas en première intention. On aime bien aussi parler de troubles, de bouffées parfois un peu délirantes, d'effets aussi sur, comment on appelle ça? Sur Gilles de la Tourette, sur les hoquets aussi réfractaires. Voilà, ça joue un peu sur ça. Le lithium, bon, trouble maniaco-dépressif ou dit bipolaire, hein, mécanisme d'action, vous connaissez, analogie avec le sodium, ça jouerait sur les conductivités neuronales, bref. Mécanisme d'action un peu chelou. Zopiclone-prazépam, ça m'intéresse par contre, hein, surtout chez le sujet âgé. Ouais, hypnotique. Benzo, apparenté au benzo, je suis d'accord. Ouais, plus ou moins les somnolences diurnes, souvent prescrites chez la personne âgée. Alors, en plus, bon, après, on ne va pas travailler sur les posos, mais pour votre indication, les posos à 7,5, ça n'a pas montré plus d'effet que les posos à 3,75. Donc, pour vous dire qu'en gros, c'est des posos qui sont élevés, pas forcément justifiés, avec des risques de somnolence diurne, pas trop d'hypotension orthostatique, hein, c'est vraiment les somnolences diurnes, le risque de chute accrue, dépendance, tolérance, très bien. Ok. Et le prazépam, du coup, à peu près pareil, hein, mais j'aurais bien voulu des petites précisions. Ouais, pour dormir, jusque-là, ça va. Eh bien, à part pour dormir, vous n'allez pas me dire que ça, quand même. La durée d'action, bah ouais, mais est-ce que c'est un... Quand vous parlez de benzo, il faut aussi me parler de demi-vie, hein. Ça, c'est hyper important. Hein. Est-ce que c'est une benzo, voilà, une benzo à demi-vie longue, hein, anxiolytique, oui, oui. N'oubliez pas le côté aussi sur les benzos, le hamac, vous savez. H, c'est pour hypnotique. A, c'est pour anticonvulsivant. M, c'est pour mieux relaxant. L'autre A, c'est pour après les actions hypnotiques, anticonvulsivant, mieux relaxant. Et qu'est-ce que j'oublie encore? Anxiolytique, sédatif, trouble du comportement. Ouais, bon, ça fait référence aux amours. Et je crois qu'on a produit AMAC. Amnésie, ouais, les amnésies rétrogrades, très bien. L'effet rebond. Alors, est-ce que vous le donneriez, du coup, ce prazépam? Comme il a une demi-vie longue, bon, ça peut marcher. Hein. Puis bon, il dort pas trop, on lui donne une benzo, voilà. Ouais, on privilégie les demi-vies courtes. Risque de somnolence le lendemain, oui, très bien. Donc chute, oui, très bien. Donc là, demi-vie courte, c'est typiquement l'oxazépam, hein, demi-vie courte, très bien. Débuter avec une dose faible, très bien. Et vous avez peut-être raté un petit élément que je vais vous mettre là.
Alors, ouais, alors Mirko et iPhone, très 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 bien, parce que je vous rappelle que dans mon cas clinique, je vous avais mis que c'était le traitement de la personne depuis 1 an. Donc effectivement que le zopiclone, on n'aurait pas pu le donner autant de temps, et le prazépam, pareil, maximum 12 semaines. Donc effectivement, bien joué, bien vu. Et Florine, bien joué aussi. La duloxétine, c'est un antidépresseur qu'on appelle thymo-analeptique, donc qui est plutôt excitant quelque part. On le donne le matin. Je vous ai dit, hein, la dépression, sa prédominance matinale, donc le matin, on manque d'allant. D'où les antidépresseurs pour te relancer un peu. Si vous prenez le soir, vous allez avoir du mal à dormir. D'où zopiclone, d'où prazépam, d'où les difficultés sous deux hypnotiques ou anxiolytiques à dormir. Donc là, pareil, il y a peut-être un travail à faire en disant la duloxétine, c'est une demi-vie comme beaucoup d'antidépresseurs. On le met le matin et on va essayer de faire un sevrage en benzo. Parce que comme vous l'avez très bien dit, je ne sais plus si c'est Cédric ou Mirko, je ne sais plus, comme vous l'avez super bien dit, c'est des médicaments qui ne s'arrêtent pas comme ça. Il faut faire des switches avec des benzos. Il existe des conversions. Hein. Prazépam, ça vaut tant de comprimés en oxazépam, donc en demi-vie courte. Donc, vous faites votre conversion prazépam en oxazépam, même s'il y a beaucoup de comprimés, et ensuite, vous faites votre petit sevrage. D'accord? Et vous switchez votre duloxétine. Et vous essayez de voir si effectivement, il n'y a pas une dépendance. Mais gardez, et ça, c'est le gros risque qu'il y a. Zopiclone, machin, il a du mal à dormir. Donc ça, il faut faire attention, ça. Et souvent, il faut faire aussi d'autant plus attention que, c'est pas grave de ne pas dormir. Je veux dire, c'est pas... Voilà, faut garder les proportions. Hein. Une personne âgée qui n'arrive pas à dormir, c'est pas très grave. Alors après, on peut essayer de donner, de trouver un CRSTA, tout ça, mais n'allez pas le. Enfin, il faut voir avec nos chers généralistes, hein, il faut pas shooter quelqu'un sous prétexte qu'il veuille dormir. Hein. C'est quand même, moi j'ai vu à l'hôpital des prescriptions qui te font bondir au rideau de midazolam pour dormir. On ne donne pas du midazolam pour dormir. Le midazolam, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une des seules indications, c'est la sédation vigile dans les fins de vie. Donc, on ne va pas donner des hypnotiques, des benzos de fort effet pour dormir. Dans ce cas-là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la kétamine. Donc, non, il faut absolument, on ne va pas anesthésier les gens pour qu'ils dorment. Donc, la seule chose et la seule indication de pourquoi on peut charger un peu pour qu'ils dorment, c'est chez des patients psychotiques ou des patients agités. Alors, est-ce que c'est ce patient-là? On ne sait pas, hein, ça se discute, hein, c'est toujours intéressant de discuter avec vous, mais ouais, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Et là, en l'occurrence, peut-être qu'il y a un coup à jouer sur l'inversion du loxétine matin-soir. Ben ouais, hein, on a à peu près tout dit hein, sur cet ordo. Bon, je vous avais fait un petit tableau hein, que je compléterai avec les différents éléments, les pathologies traitées et aussi les arrêts. Je vous rappelle que le patient a une insuffisance rénale, donc qu'est-ce qu'on va faire chez quelqu'un qui a de la warfarine? Eh bien, on va arrêter cette warfarine, contrôler l'INR et mettre de l'héparine. Alors, quelle héparine on peut mettre? Je vous écoute. Ouh. Alors, pardon, je n'avais pas vu vos messages. Alors, HNF, fonction rénale altérée, calcique sodique, calciparine. Je rappelle qu'il a un DFG à 27. Hein. Ou à 24, je ne sais plus, 27,4 ou 24,7, je ne me rappelle plus. On préfère HBPM si DFG moins de 30. Alors, HBPM, je pense que tu veux dire plutôt HNF. Olivier, peut-être? Alors, il y a du débat. Il y a du débat. Effectivement, je pense qu'ils ne vont pas s'embêter. Ils vont mettre une calcie. Alors, on préfère la calciparine parce que c'est plus simple à injecter. C'est de l'injection, ce n'est pas des pouces seringues qu'on va garder toute la journée. On mettra de la calciparine. Après, si on est un peu joueur, et c'est possible, hein, parce que la calcie, ça fait des gros problèmes d'objectifs thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est difficile d'arriver à un TCA
qui soit correcte ou une activité anti-10A correcte. C'est difficile parce que c'est souvent plus difficilement toléré. C'est difficile aussi parce qu'il y a un plus grand risque de thrombopénie induite par l'héparine. Bref, vous connaissez toutes les problématiques. En revanche, maintenant, de plus en plus, il y a des données qui sortent entre 15 et 30 millilitres par minute de DFG. On peut faire des HBPM, mais demi-dose. Donc, il y a une adaptation posologie à la fonction rénale. Donc, on peut aussi donner des HBPM. Bon, en l'occurrence, là, à moins de 30, vous ne vous embêtez pas, vous dites calci et c'est réglé. Lithium, on arrête. Warfarine, on fait le switch héparine. Bisoprolol, on peut garder, bien évidemment. La duloxétine, on l'arrête devant le syndrome anticholinergique. La surmémazine aussi. L'allopéridol aussi. On l'arrête momentanément. Ça ne veut pas dire qu'on va l'arrêter tout le temps. On arrête. On essaie de réduire le syndrome anticholinergique et ensuite, on va pouvoir les réintroduire petit à petit. Alors, Mirko, tout à fait, mais ce que tu me dis, ça va rentrer dans la question d'après, c'est-à-dire la prise en charge. Le zopiclone, à réévaluer aussi parce que ça dépasse les durées de prescription légale. Et voilà. Alors, attendez, j'ai trop de questions là. Est-ce qu'il faut savoir la duloxétine? Est-ce qu'il faut savoir si entre dulox et surmémazine, un des deux a un effet plus anticholinergique? Bah, ça reste quand même tous les dérivés phénothiazine. Quand même, la dulox, ça a un effet, à mon sens, ça a un effet quand même un peu plus limité. Enfin, ça a un bon effet anticholinergique, mais bon, vous n'avez pas à grader vos effets anticholinergiques, sauf si c'est un mécanisme d'action particulièrement défini. Les anti-H1, très clairement, hydroxysine, ouais, ça c'est anticholinergique à balle. Le néphopam, effectivement, pareil. Ah ouais, on peut faire des switches, effectivement, mais après, ça dépasse, hein, c'est sur des avis psychiatriques. Hein, ça, derrière, c'est de la couture qu'il faut faire. Hein, il faut vraiment faire gaffe qu'il n'y ait pas de décompensation. On appelle ça aussi mot-clé, hein, décompensation thymique. Faites gaffe hein, qu'il n'y ait pas de décompensation thymique. On n'enlève pas quelque chose comme ça. Bon, là, en l'occurrence, on peut essayer de l'enlever sur le syndrome anticholinergique. Et encore que enlever, il faudrait plus diminuer les posos que enlever. Et on laisse l'héparine, effectivement. Ensuite, je vous écoute sur la prise en charge. Ouais, effectivement, on aurait pu utiliser. Après, les effets pseudoparques, en soi, on s'en fout. Hein. On s'en fout des effets pseudoparques. On va donner un petit anticholinergique, et j'écoute le nom de notre anticholinergique préféré dans les cas des syndromes parkinsoniens iatrogènes. Vous vous rappelez ou pas? L'anticholinergique dans les maladies dans les Parkinson, ouais, trihexyphenidyl, ouais, tous les anticholinergiques qu'on donne en fait chez les jeunes. Hein. Ouais, très 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 bien. Comme ça, vous contre-attaquez, vous contrebalancez votre syndrome pseudoparc. Mais vous pouvez aussi, en différentiel, et faire le recherche d'un vrai syndrome parkinsonien, hein, parce que pareil, hein, c'est pas parce qu'il est sous neuroleptique que vous devez exclure Parkinson. Hein. Attention à ça aussi. Hein. Ensuite, au niveau des prises en charge, c'est qui me parle? Allez, parlez-moi de cette prise en charge. Hyperhydrate, arrêt des médicaments néphrotox. Alors, l'hyperhydrate, j'aurais été d'accord avec toi si ça avait été une IRAF. Donc là, en l'occurrence, bon, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt de l'hydrate? Pas forcément. Arrêt des médicaments néphrotoxiques, tout à fait. Sondage, excellent. Surveillance cardiaque, excellent. Pose de sonde urinaire, c'est parfait. Pour finalement lever l'obstacle, hein, très 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 bien. L'arrêt des anticholinergiques pour permettre de mieux lever l'obstacle et de favoriser. Attention au syndrome de levée d'obstacle, excellent Cédric. Alors, c'est quoi ce syndrome de levée d'obstacle? Vous pouvez me le dire? Il y a deux grosses choses finalement. Hein. Ça va être la déshydratation extracellulaire due à la polyurie osmotique. Et au niveau de la kaliémie, ça va être comment? Le risque, c'est que le patient il soit en
Donc, vous allez avoir votre DEC, hein, donc votre déshydratation, et ensuite, au niveau de la calémie, ça va être plutôt, à mon sens, une hypocalémie, hein, due à la polyurie osmotique. Donc, au niveau des prises en charge, une hospitalisation avec un objectif primaire, bien évidemment, d'arrêter l'hémorragie, un traitement avec un traitement par arrêt du médicament en cause, donc la warfarine, et on va mettre 2 mg de vitamine K et du PPSB. Donc, PPSB, vous savez, c'est le complexe prothrombinique, hein, en concentré, en voie évidente. C'est un médicament dérivé du sang, donc ça va nécessiter une traçabilité. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce PPSB. Donc, vous savez, hein, ça, comment je l'ai sorti, hein, l'histoire des 2 mg, ça dépend de votre INR cible et de votre INR retrouvé. Si vous aviez eu un INR plus élevé, on aurait mis plus de vitamine K. Ensuite, concernant l'IRAF, tout simplement, hein, il faut arrêter les médicaments anticholinergiques avec un sondage urinaire et une échographie à la recherche de dilatation pyélocalicielle. Et évidemment, donc, le sondage, hein, qui représente quand même la principale prise en charge, et évaluer évidemment la fonction rénale. Corriger évidemment l'intox au lithium avec l'arrêt du lithium et la surveillance clinico-biologique, notamment avec le CG, vous l'avez super bien dit. Et ensuite, je vous écoute sur les différents traitements symptomatiques, épurateurs, évacuateurs. Bon, ça, vous faites, hein, en fonction du livre, hein, ça, je ne vais peut-être pas la répéter, mais bon, c'est un petit peu l'idée. Ensuite, ça va pour cette prise en charge ou j'ai oublié des choses? J'ai peut-être oublié des choses. Hein. Après, ce que j'ai oublié aussi, c'est peut-être qu'on aurait pu parler, hein, on pouvait rajouter, hein, cette histoire de prise en charge du syndrome pseudo-parkinsonien par évidemment des anticholinergiques, antiparkinsoniens. Ça se rajoute aussi. Mais sinon, on est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait discuter encore d'autres choses? Est-ce qu'il manque des prises en charge? Est-ce qu'il manque des éléments qu'on n'a pas pu aborder ou que j'ai oublié d'aborder? Alors, la dialyse et le ER, ça va vraiment dépendre de ta lithémie, en fait. Hein. À partir du moment où tu as une lithémie, alors de mémoire, c'est supérieur à 4 millimolaires. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Je vais vérifier si c'est bien les 4 millimolaires. Je crois que c'est ça. Hein. 4 millimolaires ou alors signe de gravité, effectivement, hein, on va pouvoir faire de la dialyse. Et Olivier, est-ce que tu veux parler de dialyse dans le cadre du lithium ou de dialyse dans le cadre d'insuffisance rénale terminale? Pour le lithium, ouais. Pour le lithium, de toute façon, c'est soit une imprégnation de lithium qui va être particulièrement intense, donc là, avec un gros dosage, supérieur à 4 millimoles par litre, parce qu'en général, même si les signes cliniques, les signes biologiques du lithium ne sont pas forcément corrélés à la clinique, hein, donc il faut avoir une grosse lithémie et pas beaucoup de signes cliniques, et parfois beaucoup de signes cliniques et pas une grosse lithémie, ce n'est pas forcément lié, même si les deux quand même vont plus ou moins ensemble, mais bon, disons qu'il faut un peu dissocier les deux. Une hémodialyse, oui, si jamais vous avez des signes de gravité, une insuffisance rénale vraiment due à la toxicité du lithium, donc plutôt organique, donc du coup qui induit encore plus un surdosage. Surtout s'il y a coma, convulsion, perte de connaissance, tout ce qui est score de Glasgow vraiment bas. Avec des gros signes menaçant la vie du patient. Ce qui n'était pas nécessairement le cas. Quoi. Là, on a une chute, une hémorragie qui est certes à prendre au sérieux, mais la lithémie, on s'en tamponne un peu là. Pour les vomissements, on va dire qu'en général, c'est réversible à la diminution de l'exposition. Sinon, pareil, c'est du traitement symptomatique, hein, que tu vas faire avec des antiémétiques. Et pour le BAV, pareil, hein, le BAV, c'est souvent réversible à l'arrêt du lithium. Et le BAV, en général, on le traite pareil, hein, avec des médicaments qui sont soit des médicaments antiarythmiques,
soit, vous pouvez mettre souvent, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des je crois que les baves, souvent, ils sont résolutifs, hein. Ils sont résolutifs. Après, ce qui est important, surtout sur les blocs, et les troubles de repolarisation, surtout dans le cas du lithium, c'est la surveillance de la kaliémie. C'est-à-dire que si vous avez une kaliémie associée, qui est plus ou moins diminuée ou augmentée, surtout augmentée dans le cadre de l'insuffisance rénale, si elle est chronique, par exemple. Si vous avez une insuffisance rénale chronique et que vous avez une insuffisance rénale aiguë sur chronique qui se déclare, derrière, ouais, il va falloir vraiment surveiller cette kaliémie et la corriger pour pas qu'il y ait d'effets de troubles de repolarisation qui se surajoutent au problème de repolarisation du lithium. Voilà. Mais après, franchement, on n'ira pas vous chercher sur le traitement de la bave. Franchement, c'est compliqué. Et effectivement, je crois que une insuffisance rénale inférieure à 15, en général, ça va induire une grosse lithémie. Et là, effectivement, ouais, faudra faire un traitement qui est un traitement par hémodialyse. Et on répète le traitement jusqu'à une lithémie inférieure à 1 millimol litre. Ça va pour ça? D'autres questions sur le lithium? Bon, après, on refera, je crois que je ne sais pas si c'est moi qui l'a fait, on refera une conf spéciale lithium, hein, où on parlera des lithémies intra-érythrocytaires, on reparlera des méthodes de dosage, bref. On refera un truc un peu correct. Le lithium, c'est juste pour dire, voilà. Est-ce qu'il faut savoir la marge thérapeutique du lithium? Très franchement, non. Après, peut-être une grandeur, quoi. Grosso modo, ça tourne autour d'1 millimolaire, je crois, de mémoire. C'est quelque chose comme ça. Mais il faut pas. Puis bon, après, vous savez, les normes des marges thérapeutiques, ça dépend tellement de facteurs, de la machine que vous allez utiliser. Vous savez, c'est des méthodes soit les milliers équivalents. Ouais. Ouais. Normalement, ouais, c'est en milliers équivalents, soit en millimol. Ouais. Après, ouais, ça dépend. Tout dépend comment sort un résultat. C'est le résultat en absorption atomique, je crois qu'il sort en équivalent, ouais, effectivement. Effectivement. Mais bon, voilà, grosso modo, on n'ira pas vous chercher sur ça, hein. Déjà que vous connaissez, en fait, on ira plus vous chercher sur l'identification et sur l'analyse et savoir, grosso modo, par quelle méthode vous le faites, savoir que c'est un médicament à marge thérapeutique étroite, qu'il n'y a pas de corrélation nécessairement entre la clinique et l'imprégnation de lithium. Et voilà, quoi. Et après, connaître si c'est carboadsorbable ou pas, savoir si un traitement est épurateur ou pas, voir si jamais le traitement symptomatique marche. Après, regardez, là, vous avez double benzo. Est-ce que, comme le lithium, ça abaisse le seuil épileptogène et que ça provoque des convulsions? Le fait qu'il ait déjà deux benzos, et dont une apparentée, ça n'a pas finalement été le traitement symptomatique qui aurait pu éviter l'aggravation. Parce que déjà, si vous avez quelqu'un qui est sous prazépam plus sous opiclone avec une intoxication au lithium, ben déjà, il y a peu de risques qu'il fasse de convulsions parce qu'il a déjà une belle imprégnation en benzo. Donc déjà, vous avez déjà traité ou évité de traiter un problème. Donc, ouais, ça se discute, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous arrivez à me suivre ou pas? Ça va? Ensuite, pour finir, je vous parle d'une hospitalisation avec une prostatite. Une prostatite avec un ECBU qui revient positif à Escherichia coli. Donc voici l'antibiogramme. Donc là, en fait, j'aurais bien voulu travailler avec vous un peu les antibiogrammes. Je trouve qu'on ne les travaille pas. Ceux de Montpellier, ils ont l'habitude que je travaille les antibiogrammes un peu avec eux. Mais je trouve ça toujours un peu drôle de savoir un peu si vous avez des bonnes capacités d'analyse d'antibiogrammes. Donc là, on a un Escherichia coli
qui est sortie. Est-ce que c'est une BLSE? Est-ce que c'est une céphalosporinase? Est-ce que c'est une pénicilline de haut niveau, de bas niveau? Est-ce que on peut donner de la céfoxytine? Est-ce que vous allez donner de la Ginta? Est-ce que vous allez donner de l'ofloxacine? Bref, je veux tout savoir sur votre prise en charge antibiotique. Alors, BLSE, puisque résistance C3G. Ouais. BLSE, carépane, céfoxytine. Ouais. Alors, c'est facile pour savoir la différence entre une céphalosporinase de haut niveau et une BLSE. C'est très simple, c'est la céfoxytine qui vous fait la différence. Une BLSE est toujours sensible à la céfoxytine. Si ici j'avais mis céfoxytine R, il y aurait eu de fortes chances que ça soit une céphalosporinase. C'est la céfoxytine qui permet de différencier BLSE de céphalosporinase de haut niveau. Voilà. Donc là, on aurait donné quoi? On est chez un homme, attention. Donc on ne peut pas donner n'importe quel antibiotique. Vous savez, sur un antibiotique, il faut toujours vérifier 3 choses. La première des choses, c'est est-ce que l'antibiotique est sensible à l'antibiogramme? Bon, c'est la base. Deuxième chose, il faut vérifier la posologie. Est-ce que c'est la bonne dose? Troisième chose, c'est de vérifier la diffusion d'un antibiotique. Vous donnez de la nitrofurantoline chez un homme, ça ne marche pas. Pourtant, c'est sensible à l'antibiogramme et vous allez donner la bonne posologie. Donc, c'est trois facteurs qui sont ultra importants dans la prise en charge antibiotique. Donc là, je vous écoute. Qu'est-ce que vous aurez donné? Ou qu'est-ce que vous n'auriez pas donné? Alors, carbapénène, tazoaminosides. Ouais, les quinolones. Ensuite, alors, est-ce on pourrait donner de la nitrofurantoïne? Non. Est-ce qu'on peut donner de la céfoxytine? Ça ne se donne pas, tout simplement. Alors, la tazo, est-ce qu'on peut donner de la tazo? La tazo, effectivement, spectre trop large, pas du tout spécifique. On va foutre des résistances partout, on la garde en backup, on s'emmerde pas. L'ofloxacine, alors là, débat. Débat sur cette ofloxacine. Pourquoi vous la donneriez pas? C'est intéressant. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit qu'il la donnait pas. Je sais plus, c'est Cédric qui m'a dit. Présence de résistance, donc apparition de résistance. Excellent, Cédric. C'est super ce que tu viens de me dire parce qu'effectivement, les résistances se font par palier. C'est-à-dire que si vous avez une résistance à la première génération des quinolones, vous aurez tendance à avoir une résistance ensuite qui s'étend aux deuxième génération, puis aux troisième génération. Or là, la norfloxacine est résistante, vous avez un gros risque de résistance sur l'ofloxacine, donc il va falloir éviter l'ofloxacine, effectivement. Sinon, si vous voulez vraiment avoir une info supplémentaire, il va falloir absolument connaître la CMI. Et à partir de la CMI, vous pouvez discuter peut-être de l'introduction d'une ofloxacine. Mais a priori, comme ça, avec un antibiogramme tel qu'il est, vaut mieux éviter l'ofloxacine, surtout sur des traitements qui sont sur des traitements de 14 à 21 jours. Donc, on va plutôt éviter. Ginta, vous m'avez parlé de la Ginta ou des amicacines. Effectivement, ça peut être une bonne chose. Sur 1-2 jours, on n'excède jamais 3 à 5 jours d'aminosides dû à la néphrotox. Là, on est sur un patient qui a quand même eu des problèmes de néphrotox, qui a eu une insuffisance rénale aiguë. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr, sauf s'il a un état de sepsis sévère et dans lequel il faudrait plutôt balancer des aminosides pour casser l'inoculum. L'amicacine, ce n'est pas seulement selon le gramme, ça tout dépend, mais là, en général, sur une amicacine, sur un colis, quand même, c'est relativement sensible aux aminosides, et surtout, ça marchera bien si tu as une diffusion hématogène, et pour casser cet inoculum. Surtout qu'en plus, selon la gravité, tu as plutôt intérêt à utiliser une aminoside pour essayer de sauver ton patient, ni plus ni moins. Donc après, phosphomycine, vous m'avez parlé. Donc phosphomycine, là, on ne le fera pas en sachet. Si on doit le faire en IV. Pareil, on le garde absolument, cette phosphomycine. Ça marche pas mal aussi sur les pseudomonas, apparemment.
Donc, on essaie de le garder en backup parce que ça existe en IV et ça, c'est sur avis infectio, concertation pluridisciplinaire. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser parce que c'est ultra, ultra sensible. Nitrofurantoïne, non. Il va plutôt nous rester les PNM au final, hein. Donc, effectivement, les PNM, hein, sont plutôt une bonne alternative. Tant pis, hein, c'est pas grave, hein, on a le droit d'utiliser des PNM, hein, c'est pas parce qu'on veut les épargner qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Tant qu'ils sont utilisés de bonne façon et avec parcimonie, on peut utiliser tout à fait des PNM. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui aurait été indiqué, hein, des PNM. Ça marche bien, ça diffuse très bien au niveau prostatique. C'est bien. Ça diffuse certes un peu moins que l'ofloxacine, mais au vu des résistances, on ne va pas jouer. Pipertazo, c'est pas avant les PNM. Bah, le problème, c'est que les PNM, ça se débat, ça se débat. Après, les l'IMI-PNM, c'est pas mal parce que, et l'ERTA-PNM aussi. L'ERTA-PNM, par exemple, tu le fais en une fois par jour. Tu peux le faire en hospitalisation à domicile. Les TASO, tu es obligé de faire 3 fois par jour, 4 grammes. Enfin, c'est en termes de. C'est à peu près pareil et franchement, c'est très contraignant. Et la TASO, tu le fais qu'en milieu hospitalier. La PNM, tu peux la faire en renvoyant chez le patient, en faisant par exemple une hospitalisation à domicile. Tu es moins contraint. Les PNM abaissent le seuil épileptogène, certes, surtout l'imi-PNM, c'est pour ça que je t'ai parlé d'ERTA-PNM, parce que tu le fais en une fois par jour, ça abaisse le seuil épileptogène. Il n'est pas épileptique de base, il a ses benzos en plus, bon, ça se discute, mais effectivement. Après, les PNM, effectivement, problème parce que confusion, parfois hallucination, comme les quinolones d'ailleurs, mais bon. Ouais, la taso, après, ça peut se discuter. Après, s'il a vraiment des signes, ça se discute aussi. Mais comme ça, et puis dans les recommandations du PILI, on parle plus de carbapénem, on ne parle pas du tout de taso dans les infections urinaires, sachant qu'en plus la piperacilline diffuse assez mal dans les urines comparé au PNM, donc on préférera quand même les PNM. Voilà. On est d'accord sur ces prises en charge? Si, on en parle. J'ai vu dans le PILI. Ouais, il y a de la taso, on en parle dans le PILI? Sûr, hein, moi, je n'ai pas vu ça qu'on parlait de taso. Je vérifie. On parle de taso. Alors, tac, tac, tac. Carbapénem, ouais, nitrofurantoïne, tazo, ouais. Ouais, peut-être plus la tazo. Bon, en vrai, ça se discute, ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Peut-être la tazo avant, ouais. Mais bon, après, le problème, c'est que c'est des traitements à longue durée. La piperacilline, c'est compliqué à manipuler. Il y a des risques derrière des risques accrus de colite à Clostridium plus qu'avec l'imipénem. C'est des patients âgés et fragiles. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tazo, c'est bazooka. Bon, après, l'imipénem, c'est bazooka aussi. Bon, je l'ai mis, hein, je n'ai pas la réponse. Hein, il n'y a pas une réponse attendue. Hein. Tazo ou imipénem, dans tous les cas, vous allez sauver votre patient, c'est l'essentiel. Hein. L'ofloxacine, c'était déjà plus réservé. Et la nitrofurantoïne, sûrement pas. Mais ouais, peut-être tazo, peut-être imipénem. Bon, après, je vais vous dire, en milieu hospitalier, ils vont pas s'emmerder, ils vont mettre de l'imipénem et puis basta, bisous. Mais la tazo aussi, c'est les deux s'entendent. Les deux s'entendent. Moi, j'aurais peut-être plus mis imipénem, peut-être pour la facilité. Après, le retour à domicile, vous savez hein, comment ça se passe, hein, l'histoire des T2A, des hospitalisations. Ils renvoient chez eux et ils mettent ce qu'il faut. Ouais, tazo peut-être. Tazo et peut-être conserver les PNM. Ouais. Alors, comment bien interpréter tous les antibiogrames selon les cas, niveau méthodo? Alors, ce qu'il faut regarder, bon, en l'occurrence, BLSE, je t'ai dit, c'est par rapport à la céfoxytine. Céphalosporinase de haut niveau, c'est par rapport, bien évidemment, à la céfoxytine toujours. Hein, tu vas comparer par rapport à ça. Ensuite, les bas niveaux, les pénicillinases de bas niveau, ben, elles vont être inhibées par l'acide clavulanique, c'est-à-dire que vous allez avoir Amox R, Amox acide clavulanique S. Et ensuite, entre les deux, ben, vous allez avoir les pénicillinases de haut niveau avec les BLSE, tout ça. Grosso modo, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à savoir. Hein. Au niveau des résistances, vous avez les résistances sur les pénicillines, c'est BLSE, céphalosporinase de haut niveau et les pénicillinases de bas niveau.
donc c'est-à-dire une sensibilité qui est rattrapée par les inhibiteurs type acide clavulanique, type tazobactam, voilà. Et ensuite, vous allez avoir les résistances. Bon, les résistances des quinolones, vous les connaissez, hein, c'est les résistances par palier. Ensuite, concernant les aminosides, vous allez avoir, surtout pour les staffs, des résistances euh, qui vont être en palier aussi. Cette résistance, elle s'appelle la résistance KTG. Soit vous avez un phénotype, le phénotype K. Le phénotype K, si vous avez par exemple un Escherichia coli qui est phénotype K, ça veut dire qu'il est résistant à la kanamycine. Ce n'est pas un antibiotique qu'on donne, c'est juste un antibiotique qu'on donne aux antibiogrammes, et résistant à la mica. Donc, ça veut dire que si jamais vous allez avoir dans un antibiogramme gentamicine S, gentamicine S, tobramycine S, mais amikacine R, vous allez avoir le phénotype K. Ensuite, si vous avez un phénotype dit KT, vous allez être résistant à la cana, à l'amicacine et à la tobramycine. Et si vous avez le phénotype KTG, ben c'est facile, vous êtes résistant à toutes les aminosides, c'est-à-dire la kanamycine in vitro, l'amicacine in vitro, la tobra et bien évidemment la ginta. Donc, K, c'est juste kanamycine, amicacine. KT, c'est kanamycine, amicacine plus la tobra. Et KTG, c'est tout. Voilà ce qu'on peut parler sur les types de résistance. Mais pareil, ça va un peu loin en vrai. Hein. On doit toujours réaliser une CMI après antibiogramme. Ben, en vrai, ça devrait être fait systématiquement par mesure des diamètres, hein, parce que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils disent sensible, intermédiaire ou résistant? C'est par rapport à la CMI. Donc là, en vrai, il faudrait qu'ils donnent la CMI systématiquement. Mais souvent, ce n'est pas fait. Nos amis biologistes, parfois, ils ont un peu la flemme. Enfin, ils n'ont pas la flemme, mais c'est les machines, hein, c'est pas eux qui mesurent. Mais... Après, il faut la demander expressément et eux peuvent la remesurer. Hein. Mais effectivement, voilà un peu les résistances qu'il peut y avoir. Résistance, pareil, hein, par palier, hein, pensez à un escalier. Hein. Première génération pour les quinolones, deuxième et troisième. Donc, vous avez quelqu'un qui est résistant, par exemple, à l'acide nalidixique. Derrière, ben, il va falloir éviter peut-être la deuxième génération. C'est pareil, hein, surtout sur les infections pulmonaires. On le fera en juillet. Si vous avez quelqu'un qui a une infection pulmonaire, par exemple, je ne sais pas moi, un peu compliquée, je ne sais pas moi, à Legionella ou un germe un peu atypique, que vous voulez donner de la lévofloxacine pour la visée pulmonaire, ben, ça se donne même si vous êtes résistant à l'acide nalidixique parce que vous allez taper fort et sur une courte durée. Bon, on reverra ça plus tard, mais sur les pneumos, par exemple, on a tout intérêt à traiter fort et court plutôt que longtemps et à bonne dose. Donc voilà. Effet post-antibiotique pour PNM, quand en parler? Tout le temps. Dès que tu as un antibiotique, PNM, c'est un effet post-antibiotique. Ça, il faut en parler, quel que soit le PNM. Et c'est très intéressant parce que derrière, effectivement, tu limites, surtout pour l'ertapenem, qui a un bel effet post-antibiotique. Est-ce que peut-être qu'Olivier, tu avais des notions d'effets post-antibiotiques, pas pour tous les PNM, enfin je ne sais pas. Pour moi, j'aurais tendance à le dire un peu à toutes les sauces, au moins en parler, parce que les PNM, c'est vrai que ça a une demi-vie courte, d'où l'effet post-antibiotique, qui est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, on ne fera pas le cas numéro 3, hein, je vous le ferai après. Désolé pour ceux qui l'ont fait, mais bon, c'était un bon cas. À moins que si vous voulez que je passe rapidement, voir si je n'ai pas des petits mots-clés qui tombent. Pour retenir les autres résistances, bah, je t'ai dit, hein, les autres résistances, c'est par rapport à la CFOX. Elle permet de différencier les BLSE des céphalosporinases de haut niveau. Pour les autres bactéries, est-ce que je sais qu'une bactérie est résistante, par exemple, je sais pas moi, comment je sais que la Listeria est résistante au C3G? Ben ça, malheureusement, je crois qu'il faut le savoir. Il faut le savoir, je crois. Il y a beaucoup de... Ça, malheureusement, ça dépend des... En fait, il faudrait que vous appreniez les spectres, quoi. Grosso modo, c'est ça. Est-ce que, par exemple, les quinolones couvrent les anaérobies? Ben non, parce que c'est plus le métronidazole qui couvre les anaérobies. Est-ce que les C3G couvrent les anaérobies? Non. On rattrape souvent en faisant C3G flagile, c'est-à-dire C3G métronidazole. Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que
L'augmentin couvre, enfin l'amoxicilline, acide clavulanique couvre les anaérobies. Oui. Est-ce qu'il couvre les SARM? Non. Ça, c'est une question, c'est une question. Une fois que vous connaissez vos spectres, vous savez s'il y a une résistance ou pas. C'est en faisant des cas qu'on retient les spectres. C'est en travaillant les antibiotiques. C'est en travaillant les antibiotiques, mais il me semble que j'avais une petite fiche, ça aussi, sur les spectres, il me semble. Je ne sais pas si vous en avez dans vos facs, hein, ça doit exister. Hein. Ah, est-ce que c'est ça? Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que si j'arrive à l'ouvrir? Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Hein. Vous la voyez ou pas? En plus, ce n'est pas celle-là, je crois que c'est celle-ci en plus. Vous la voyez ou pas? Oui. Quel est le nom de l'application que vous souhaitez lancer? Je ne vous entends plus. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas vu. Alors, toc, toc, toc. Mais je crois que c'est pas ça. Oh là là. Alors, on a dit oui, on voit. OK. La galactique peut sécréter des pénicillines. C'est un peu... oui. Urédo, ils ont le même spectre. Où sont-ils équivalents? Carboxyurédo. Bah après, franchement, sur un... En vrai, ça se débat après. Et le problème, c'est qu'il y a plus... Tu fais par rapport au spectre, c'est ce que je vous disais. Tu fais par rapport au spectre et tu fais par rapport aussi à la diffusion. Par exemple, la pivmécillinam, tu ne vas pas le donner. Je ne connais pas d'autres indications que la pivmécillinam que les infections urinaires, tu vois, par exemple. Donc, tu fais aussi en fonction des indications. Tu as la sensibilité antibiotique et tu as aussi la diffusion. Et c'est ça qui fait la différence de pourquoi tu vas donner plutôt une pivmécillinam pour colis dans les infections urinaires et pas dans une infection, je sais pas moi, une autre infection à colis. Quoi. Tu ne donnes pas, par exemple, du pivmécillinam dans les méningites à colis, quoi, pour faire simple. Et si on a une résistance à un, on prend le risque d'administrer l'autre. Ben, ça dépend, encore une fois, chaque antibiotique a des particularités et il faut voir pareil, leur diffusion, leur pharmacocinétique, leur tolérance aussi et leur disponibilité à l'hôpital pour permettre derrière de proposer une bonne antibiothérapie. Mais je sais plus si cette fiche, elle était complète ou pas, si j'avais fait tous les spectres. Il y en a une que j'avais faite encore, mais genre, je l'ai perdue. Je vais essayer de vous la retrouver quand même. C'est dommage. Hein. Ah, attendez, est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai. Alors, il y a une fiche qui est encore mieux faite et qui fait en fonction de chaque spectre antibiotique. Alors, attention les yeux. Voilà. Là, vous avez tout. Voilà, ça, c'est la fiche que j'avais. Voilà. Donc là, normalement, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, mais bon, c'est une fiche qui, normalement, devrait pas mal vous aider. Bon, après, c'est pas à apprendre par cœur, hein. Franchement, détendez-vous, hein. C'est vraiment connaître. C'est pour ça que moi, peut-être que je préfère peut-être la mienne, tu vois, au final, qui est plus simple. Vérifiez si elle concorde bien les deux. Hein. Si jamais il y a une erreur, prenez plutôt celle-là. Mais a priori, celle-ci, elle est peut-être plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de trop savoir. Hein. De trop savoir exactement est-ce que la pyostacine, la pristinamycine est active sur Haemophilus influenzae. Franchement, bon. Sachant que sur Haemophilus, par exemple, on donne quinolone ou augmentin, quoi. Grosso modo, c'est ça. Hein.
Bref, voilà, hein. Voilà. Moi, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis voilà, hein. Ok, bah écoutez, merci, hein. J'espère que ça vous a plu. Parfois, je m'emballe un peu dans des cheminements d'idées et parfois ça fait un peu lourd. Mais reprenez tout ce que je vous ai dit un peu à tête reposée. Essayez de compléter vos fiches et derrière, ça vous permet de bien comprendre ce que vous faites. Et si vous comprenez ce que vous faites, ben derrière, vous arrivez à bien comprendre les cas et à répondre super bien et avoir de super classements. Voilà, bah écoutez, bonne soirée, bon week-end. Et puis voilà, hein, révisez bien, prenez du temps pour vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord à m'envoyer des petits messages. Et puis on se revoit vite, hein, a priori. Je crois qu'on se revoit. Je vais faire la conf avec Charlène aussi dans pas très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est le 16 juillet. On a modifié les dates sur les pneumopathies. On fera des pneumopathies un peu chaud du genre pneumopathie et surinfection sur de pneumopathie. Donc là, on va travailler un peu les antibiotiques, essayer d'être fort sur les antibiotiques parce que je vais vous attendre au tournant. Voilà. Allez, du coup, bonne soirée, reposez-vous. Bonne feria à ceux qui font la feria et, euh, et à bientôt. Si tu as des questions antibio, c'est moi. Bon, je suis pas. Il y a Aurélie qui doit être très forte en antibio aussi. Il y a d'autres pharmaciens internes qui sont très forts en antibio. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais essayer d'y répondre, hein. Moi, j'aime bien l'antibio et l'infection en général. Donc, il y a Lucas aussi, tu sais, qui est fort en antibio aussi. Donc, n'hésitez pas à toute la team. Mais si là, c'était une question antibio, tu peux me l'envoyer, il n'y a pas de souci. Allez, nickel. Bonne soirée.